En l'an 2029, Akira pleure parce que sa mère lui manque. Towasa prend le jeune garçon dans ses bras, consciente de la solitude qu'il doit ressentir. Elle lui promet de ne jamais le quitter et l'assure qu'elle est désormais sa famille. Un instant plus tard, son père les rejoint. 9 ans plus tard, en 2038, Towasa écoute un reportage sur l'intelligence artificielle et sur la façon dont elle influence la vie des gens à travers le monde. Curieuse, elle demande à Ichikishima ce qu'il pense de l'émission. Le robot répond que l'IA est très efficace pour accomplir des tâches, mais reconnaît qu'on lui répète souvent qu'elle n'a pas d'âme ni d'esprit, éléments que l'on retrouve dans le travail humain. Towasa admet que l'explication est juste, mais réplique que l'âme humaine n'est elle-même qu'un ensemble de signaux électriques produits par les organes du corps. Pendant ce temps, Akira dort encore dans sa chambre et rêve de Towasa. Tagitsu le réveille et Akira s'excuse d'avoir parlé en dormant. Il attrape son téléphone, dont l'écran s'illumine avec une photo de sa famille actuelle. Ses yeux s'attardent sur la silhouette de Towasa et il se réprimande aussitôt pour le rêve qu'il vient d'avoir. Commençant enfin sa journée, Akira demande à Tagitsu les dernières nouvelles. Tagitsu affiche un article sur son écran et Akira remarque rapidement qu'il concerne Towasa. Il réalise qu'elle devient chaque jour un peu plus célèbre. Plus tard, Akira s'assoit pour prendre le petit déjeuner avec Kazuria. Alors qu'il lui propose de lui apporter son repas, Towasa sort enfin de sa chambre et remarque qu'ils sont déjà réveillés. Akira voit immédiatement à quel point elle a l'air fatiguée et devine qu'elle a passé la nuit éveillée. Towasa confirme sa suspicion et partage joyeusement les excellents résultats de son dernier projet. Elle demande à Akira s'il compte aller s'entraîner et admet qu'elle envie sa jeunesse. Akira la taquine en disant que si elle ressent cela, elle aurait dû aller à l'école. Towasa réplique avec légèreté qu'il n'y avait aucun intérêt puisqu'elle connaissait déjà tout ce qui y était enseigné. Elle suggère ensuite qu'Akira est suffisamment intelligent pour sauter une classe et obtenir son diplôme plus tôt afin de la rejoindre dans ses recherches. Alors que Towasa et Kazuria poursuivent leur discussion, Akira se rend compte qu'il est l'heure de partir. Une fois sortis, Towasa et Kazuria parlent de la manière dont ils devraient célébrer l'anniversaire de l'arrivée d'Akira dans leur famille, puisqu'il y a déjà presque 10 ans. En marchant dans les rues, Akira remarque la présence de paparazzi postés près de chez lui. Lorsqu'il atteint la ville, il se met à réfléchir à quel point Towasa est incroyable. Dès son plus jeune âge, elle avait été reconnue comme une génie, obtenant son doctorat et déposant plusieurs brevets alors qu'elle n'avait que 18 ans. Il ne fallut pas longtemps avant qu'elle ne devienne chef d'entreprise et consultante en technologie. Akira se demande comment il pourra un jour devenir un homme digne de Towasa, puisque, dans ses yeux, il n'est encore qu'un petit frère. Ses pensées le ramènent vers le passé, au souvenir de l'accident de voiture qui lui avait enlevé ses parents alors qu'il n'avait que 7 ans. Comme ses parents étaient brouillés avec leurs familles respectives, il n'avait aucun proche vers qui se tourner. Heureusement, Kazuria, un collègue de son père, décida de l'accueillir chez lui. Towasa, qui n'avait qu'1 an de plus que lui, insista pour qu'il l'appelle « grande sœur ». À partir de ce moment-là, vivre avec elle lui fit comprendre à quel point elles étaient devenues irremplaçables et précieuses pour lui. À l'école, alors qu'il s'exerçait au lancer de Cabertos, Akira se dit qu'il en avait assez de jouer le rôle du petit frère, car il aimait vraiment Towasa. Malheureusement, son jet ne porta pas assez loin pour dépasser son coéquipier. Pendant ce temps, Towasa, enfermée dans sa chambre, assistait à une réunion. Elle accepta de coopérer avec une entreprise dans son ambitieux projet de construire le plus long pont du monde. Une fois son travail terminé, elle décida qu'il était enfin temps de commencer à planifier la fête en l'honneur d'Akira. Ichikishima l'informa que Kazuria avait l'intention de lui offrir une paire de baskets en édition limitée. Towasa, cependant, eut du mal à trouver le cadeau parfait qu'elle pourrait lui offrir. Ichikishima insista sur le fait qu'Akira apprécierait n'importe quoi venant d'elle, mais Towasa ne pouvait s'empêcher de réfléchir à quel point il avait changé, tant physiquement que mentalement, au fil des années. Elle coupa finalement la voix d'Ichikishima afin de pouvoir se reposer un peu. Plus tard, lorsqu'elle entendit Akira annoncer son retour, elle alla l'accueillir à la porte et lui demanda comment s'était passée sa journée. Akira trouva ses manières amusantes et la taquina en disant qu'elle agissait comme une mère poule. Towasa balaya la remarque d'un sourire, affirmant que c'était tout naturel puisqu'elle était sa grande sœur. Avant qu'Akira ne regagne sa chambre,
Towasa lui rappela que le dîner était prêt. Akira attaqua joyeusement les poivrons farcis et savoura les saveurs du repas. Towasa, avec douceur, lui demanda s'il y avait un plat en particulier qu'il aimerait manger afin qu'elle le prépare pour lui le lendemain. Akira la rassura en lui disant de ne pas s'en faire puisque c'était à son tour de cuisiner. Towasa força alors un léger sourire. Un peu mal à l'aise, comprenant qu'une partie de son plan pour le surprendre risquait d'être compromise s'il insistait à préparer le repas. Plus tard, tandis qu'il se détendait dans le salon, Towasa chercha à savoir, de manière détournée, si Akira désirait quelque chose en particulier comme cadeau. Mais Akira haussa simplement les épaules, affirmant qu'il n'avait vraiment besoin de rien puisque leur maison était déjà remplie de jeux et d'autres distractions. Leur conversation fut soudainement interrompue lorsqu'un des robots leur signala une mauvaise nouvelle. Apparemment, des mesures étaient en cours pour arrêter le projet de Towasa. Toute la famille se rassembla pour regarder les informations qui rapportaient qu'un chef religieux exigeait l'arrêt du développement des androïdes, le qualifiant d'immoral. L'inquiétude se répandit parmi eux, car cela signifiait que le travail de Towasa risquait d'être complètement stoppé. Kazuriya promit d'enquêter sur la question, les rassurant qu'ils trouveraient un moyen de résoudre le problème ensemble. Akira, cependant, ressentit une grande frustration de ne pas pouvoir aider Towasa directement. Déterminé, il entreprit ses propres recherches avec l'aide de Tagitsu et découvrit que les probabilités étaient contre eux. L'entreprise de Towasa risquait réellement de fermer. Kazuriya rendit visite à Akira dans sa chambre et ils parlèrent de Towasa. Il lui expliqua que ce dont elle aurait le plus besoin, ce serait d'un soutien affectif et l'encouragea à devenir quelqu'un sur qui elle pourrait s'appuyer dans les épreuves à venir. Après le départ de Kazuriya, Akira s'interrogea sur le véritable sens de ces mots. Tagitsu, espiègle, interrompit ses réflexions en le taquinant. Kazuriya savait déjà qu'il éprouvait des sentiments amoureux pour Towasa. Rougissant de honte, Akira gronda le robot, mais décida malgré tout de faire de son mieux pour redonner le sourire à Towasa. Le lendemain, il continua à se renseigner sur la situation, mais passa aussi du temps en ville pour acheter quelques matériaux. À son retour, il lui offrit une collation qui fit aussitôt briller son humeur. Peu après, la famille tint une réunion pour discuter du problème grandissant. Kazuriya expliqua qu'il avait découvert que la campagne contre Towasa était alimentée par des entreprises rivales qui s'étaient liguées pour ternir sa réputation. Towasa ajouta qu'elle recevait également des courriels étranges de la part de firmes financières, ce qu'elle trouvait suspect. Akira lui demanda si elle comptait collaborer avec elle, mais Towasa avoua ne pas avoir encore pris de décision. Un soir, alors que Towasa réfléchissait calmement à ses options, Akira s'approcha d'elle et l'invita soudain à aller au zoo avec lui le week-end suivant. Le visage de Towasa s'empourpra aussitôt et elle se réfugia rapidement dans sa chambre. Enfouie dans les coussins, elle se demanda si Akira venait vraiment de l'inviter à un rendez-vous. Ichikishima lui souffla que c'était peut-être le moment parfait pour partager ses sentiments avec lui. Encore plus troublé, Towasa se demanda s'il lui était vraiment permis de cesser de le considérer comme un petit frère. Ichikishima insista que oui, puisque, après tout, ils n'étaient pas vraiment liés par le sang et qu'Akira n'avait jamais été adopté légalement. Le week-end arriva et Akira et Towasa partirent ensemble au zoo. Dès leur arrivée, l'enthousiasme de Towasa se fait sentir et Akira sourit, conscient à quel point elle adore visiter le zoo. Ils explorent avec bonheur les différentes expositions avant de se rendre ensuite au cinéma. Partageant du pop-corn, leurs mains se frôlent presque. Avant de rentrer, Akira surprend Towasa en l'emmenant dans un spa. Il explique qu'il a pensé qu'un spa pourrait lui plaire. Towasa taquine en disant qu'il en faudra beaucoup plus pour l'impressionner, mais elle se surprend à profiter pleinement de l'expérience. Au dîner, servi par un robot, Towasa le regarde avec admiration et avoue à Akira combien elle adore les robots et leur potentiel. Elle confie qu'elle ne comprend pas pourquoi tant de gens s'opposent aux avancées en robotique. À ce moment-là, Akira sort de son sac un petit chien robot et le lui présente. Il explique qu'il l'a nommé Dove et qu'il l'a construit lui-même en s'inspirant des recherches de Towasa sur les androïdes. Surprise, Towasa examine Dove attentivement et réalise qu'Akira avait secrètement étudié son travail. Akira s'exclame qu'il veut tout apprendre sur elle. Le cœur de Towasa s'emballe, se demandant s'il parle de manière romantique, mais elle cache rapidement sa gêne en demandant si le robot est inspiré d'un Shih Tzu. Akira confirme, rappelant qu'elle avait un jour mentionné son amour pour cette race.
Akira remarque le changement rapide de sujet de Towasa, tandis qu'elle se rend compte à quel point elle a été transparente. À cet instant, les yeux de Dove s'illuminent et le robot se présente à eux. Dans le train du retour, un silence doux s'installe entre eux. Arrivés à leur station, Towasa propose de rentrer à pied plutôt que de prendre un autre moyen de transport. Alors qu'ils déambulent dans les rues tranquilles, Towasa se remémore combien de temps Akira vit déjà avec elle. Arrivée sur un pont pour traverser la route, elle lui tend un cadeau, expliquant que c'est pour commémorer ces 10 années passées à leur côté. Akira l'ouvre avec impatience et découvre à l'intérieur un photobook et un lecteur MP3. Towasa explique que le photobook contient 10 années de souvenirs et que le lecteur renferme des enregistrements audio de leurs moments partagés. Akira feuillette les photos, souriant en se remémorant leurs nombreux voyages. Puis, timidement, Towasa revient sur sa confession plus tôt dans la journée. Rassemblant son courage, elle avoue ressentir la même chose. Elle explique qu'elle a toujours tenu à lui, mais qu'elle se persuadait que ce n'était que le sentiment d'une grande sœur. Pourtant, à mesure qu'Akira grandissait et devenait plus mature, il lui est devenu de plus en plus difficile de nier ses ravis. Akira attrape ses 2 mains et s'exclame qu'il l'aime et qu'il veut l'épouser. À sa grande surprise, Towasa accepte lentement sa proposition, tout en lui rappelant doucement qu'ils sont encore trop jeunes pour se marier. Soudain, Akira la serre dans ses bras, ce qui la fait pousser un petit cri de surprise. Peu à peu, elle se détend dans son étreinte et murmure que, lorsqu'ils se marieront un jour, ils devraient fonder une famille. De retour à la maison, Akira décide d'écouter le lecteur MP3 que Towasa lui a offert. Tagitsu le félicite d'être devenu le petit ami de Towasa. Akira devient sérieux un instant, puis s'effondre sur son lit en se roulant, incapable de contenir son euphorie. Pendant ce temps, Towasa termine de mettre en place Dove et remercie Ichikishima pour son soutien constant. Ichikishima répond que cela a été frustrant de les voir, elle et Akira, tourner autour l'un de l'autre si longtemps, mais qu'il est heureux de voir leur relation enfin progresser. Towasa marque une pause, remarquant à quel point Ichikishima semble désormais plus humain, mais le robot nie fermement avoir atteint le niveau d'une conscience véritable et indépendante. Towasa estime que les robots et l'intelligence artificielle doivent continuer à se développer. Elle annonce à Ichikishima que demain elle reprendra ses travaux sur le projet des androïdes. En 2039, Towasa se prépare à s'adresser au public, alors que le monde attend avec anxiété sa réaction face à la controverse croissante autour de l'IA et de ses recherches. Après avoir reçu une étreinte rassurante d'Akira, elle monte sur scène et présente le projet LC. Elle explique que ce projet permettra aux humains d'accéder à la technologie IA à tout moment grâce à l'implantation d'une puce cybernétique directement dans leur corps. Alors qu'elle détaille comment cette avancée pourrait améliorer la vie, un homme dans l'audience se lève soudainement. Criant de colère, il fonce sur scène et sort une arme à feu. Akira se précipite pour protéger Towasa, mais en vérifiant son état, il se rend compte qu'une balle a déjà atteint son flanc. Les gardes tentent de maîtriser l'assaillant, mais celui-ci parvient tout de même à tirer quelques coups. Les balles atteignent Akira, qui s'effondre sous la douleur. Towasa tente désespérément de le maintenir conscient, mais sa vision se trouble. Il lui murmure des excuses avant de sombrer dans l'inconscience. Lorsque Akira rouvre les yeux, rien ne lui semble familier. La panique s'empare de lui alors qu'il tombe de la surface sur laquelle il se trouvait. En se regardant, il constate qu'il n'est pas blessé, mais complètement nu. Se couvrant instinctivement, il avance vers un point en hauteur. La vue devant lui le fige de stupeur. La ville est en ruine. Au milieu de tout cela, un homme apparut, accompagné de sa fille, parlant une langue étrange et vêtu de vêtements qu'Akira n'avait jamais vus auparavant. Étonnamment, ils semblaient tous les deux ravis de le voir. Puis, pour une raison mystérieuse, les paroles de l'homme commencèrent à se traduire instantanément. Appelé le sage, Akira comprit qu'un tremblement de terre avait provoqué l'effondrement des ruines. Inquiets, ils étaient revenus s'assurer qu'il allait bien. La fillette taquina en disant que l'étranger était nu, et son père s'excusa rapidement pour le comportement de la petite Idi. Aussitôt après, Akira s'effondra. L'homme le porta jusqu'à une charrette tirée par des bœufs. Lorsque sa fille demanda si le garçon allait s'en sortir, le conducteur répondit qu'il pensait qu'Akira tiendrait le coup. Finalement, le garçon inconscient remua et se réveilla. Plus calme désormais, il remercia les 2 étrangers pour leur aide, mais insista sur le fait qu'ils avaient dû le confondre avec quelqu'un d'autre,
Son nom était Akira Haimdami. À ces mots, le conducteur l'appela Seigneur Akira et se présenta. Il s'appelait Wea, chef du village situé un peu plus loin. La petite fille était sa fille, Idi. Intrigué, Akira demanda qui était ce sage dont il parlait. Wei expliqua que le sage était une divinité vénérée par leur peuple. Consacré dans ses ruines même, c'était un être divin censé accorder un savoir illimité à ses fidèles. Selon Wea, Akira dormait là depuis bien avant sa propre naissance. Leur village avait reçu pour mission, de la part d'Ol, de protéger ce lieu sacré. Honnêtement, avoua Wea, il n'aurait jamais cru que le sage se réveillerait un jour. Observant les ravages autour de lui, Akira se demanda si cette cité n'avait pas traversé une guerre. Soudain, des fragments de mémoire traversèrent son esprit, et il se souvint de Toasa, mais il était encore loin de comprendre ce qui s'était réellement passé. Wea lui fit remarquer qu'ils arrivaient bientôt au village de Hakudate, un nom qui résonna étrangement familier aux oreilles d'Akira. Il regarda autour de lui et aperçut la tour de Goryakaku, celle-là même qu'il avait visitée lors d'un voyage scolaire à l'école primaire. Le voyant perdu dans ses pensées, Wea lui conseilla de calmer un peu son esprit. Cela lui sembla sage, alors Akira reposa sa tête sur l'oreiller, se persuadant encore une fois que tout cela n'était qu'un rêve étrange. Peu après, Wea stupéfia son épouse en ramenant chez eux nul autre que le grand sage en personne. Quand Akira se réveilla de nouveau, la femme annonça joyeusement que leur maison pourrait servir de demeure provisoire. Plus tard, leur invité partagea un repas avec la famille et il leur parla des technologies avancées de son passé. À l'époque connue sous le nom d'âge commun, très longtemps auparavant, Wea et sa femme avaient du mal à croire jusqu'où la civilisation avait autrefois progressé. Akira demanda alors depuis combien de temps il dormait. Mais Wea dut admettre qu'il n'en avait aucune idée. En tant que simple villageois, il n'avait pas accès à une véritable histoire écrite. Certains des hommes présents remarquèrent que la présence du sage parmi eux revenait à posséder une relique vivante et qu'il fallait absolument avertir Olé, l'institut unifié qui gouvernait le monde. Akira demanda ensuite ce qu'il était advenu de son pays, le Japon. Wea fut surpris par ce nom. C'était ainsi que le sage avait autrefois appelé cette région. En réalité, Olé avait dissous tous les gouvernements nationaux. Sous leur administration, les pays n'existaient plus et une paix mondiale durable avait été instaurée. Les guerres appartenaient au passé. Changeant de sujet, Idi demanda quel âge Akira avait. Il répondit qu'il avait 18 ans, ou du moins qu'il les avait eus. Il avait cessé de compter après s'être endormi pendant ce qui lui semblait être des siècles. Devenus impatients, les hommes pressèrent Wea de signaler immédiatement le retour du sage. Sinon, tout le village pourrait être en danger. Au moindre faux pas, Olé en ferait un exemple, comme il l'avait déjà fait avec d'autres qui avaient tenté de cacher des reliques. L'épouse de Wea perdit patience et répliqua sèchement qu'Akira venait tout juste de s'éveiller. Il ne comprenait même pas encore ce qui se passait. Ne pouvait-il pas, au moins, lui laisser un peu de temps pour reprendre ses esprits? D'ici là, il n'y avait aucune raison d'informer Olé, et elle ne tolérerait plus aucune plainte jusqu'à ce que la situation se stabilise. Idi imita le ton autoritaire de sa mère, ce qui lui valut une caresse tendre sur la tête. Pendant ce temps, le bébé qui dormait dans son berceau s'éveilla en pleurant à cause des cris. Sa mère le prit dans ses bras pour l'apaiser, tout en rassurant Akira. Il pouvait se détendre, tout irait bien. Cette nuit-là, Akira reçut le lit d'Idi, tandis que la fillette dut se contenter du sol. Incapable de fermer l'œil, il repensa au repas inhabituel du dîner. C'était délicieux. Mais malgré tout, il n'arrivait pas à trouver le sommeil. Agité, il sortit sur le balcon du 2e étage et leva les yeux vers le ciel, devinant qu'il devait s'agir de l'été. De là, il contempla la campagne alentour et remarqua de nombreux petits hameaux disséminés dans la région. Pourtant, malgré la beauté du paysage, Aimgami avait toujours l'impression de rêver, convaincu qu'à tout moment il se réveillerait et retrouverait la normalité. Soudain, un nom franchit ses lèvres, Tawasa. Où pouvait-elle bien être? À ce même instant, la jeune fille encapuchonnée l'observait encore à distance. Elle aperçut un homme s'éclipser au cœur de la nuit, partant à cheval. Au matin, Akira se lava le visage à l'eau du puits, décidé à affronter la réalité. Tawasa pouvait être en danger et il devait la retrouver au plus vite. Cherchant des indices, il choisit de demander un peu d'aide à Idi dès qu'il l'aperçut.
Dans la scène suivante, tous deux se retrouvent au marché, là où la famille de la fillette faisait habituellement ses courses. Observant les coutumes locales, Akira supposa que cette tribu se situait culturellement à un niveau comparable au XVIIIe siècle dans le monde qu'il connaissait, puisqu'il disposait même d'une monnaie en circulation, preuve qu'une autorité en garantissait la valeur, probablement ces anciens dont on parlait. Akira demanda s'il existait une bibliothèque dans les environs, car il avait besoin d'en apprendre davantage sur cette étrange civilisation. Mais la fillette n'avait aucune idée de ce que cela pouvait être. Lorsque le jeune homme expliqua qu'il s'agissait d'un lieu où l'on réunissait beaucoup de livres, la petite indigène pensa qu'il parlait sans doute de l'école, située juste à côté. Tandis que tous deux se dirigeaient vers l'établissement, la fille encapuchonnée achetait des accessoires à un étal, veillant toujours à dissimuler son identité. À peine arrivé sur place, Akira constata qu'aucun des livres disponibles ne contenait les informations qu'il cherchait, notamment au sujet de cette organisation appelée Houle. Cela lui fit imaginer qu'il censurait certaines connaissances. Puisqu'il en était ainsi, le garçon demanda s'il existait un moyen de rencontrer les hauts responsables d'Houle. En entendant cette question, la fillette sortit de l'école en trombe, hurlant et jurant contre ces gens qu'elle détestait tant, car pour elle, ce n'était rien d'autre qu'une bande d'arrogants incapables de résoudre quoi que ce soit autrement que par la violence. Malgré tout, elle précisa que ces gens-là ne se trouvaient pas dans le village. Un peu plus loin, l'étranger tomba sur une sorte de célébration qu'il tenta de comprendre. Cela ressemblait à un mariage, mais il n'y avait là que des femmes. L'enfant du pays ne savait pas ce qu'était un mariage, alors elle expliqua que cette fête était une mère de serment, quand deux personnes s'aimaient assez pour prononcer un vœu et devenir des navigatrices de serment. Intrigué, le garçon demanda s'il s'agissait d'un mariage entre femmes, mais Idi n'avait pas, comme elle l'avait déjà expliqué, il s'agit d'un ALC, et cela n'a rien à voir avec le fait d'être un homme ou une femme. Dans un ALC, il peut exister plusieurs types de groupes, un homme et une femme, 2 femmes, 2 hommes, 4 personnes, et ainsi de suite. Dans ce cas précis, ce qu'ils observent est un groupe de 4 femmes. Akira remarque que cela ressemble un peu au mariage dans la société d'où il vient, où 2 personnes prononcent un vœu et vivent ensemble pour le reste de leur vie. Idi trouve amusant qu'on puisse faire des vœux avec une seule personne. Même dans un ALC, il est possible d'en avoir plus, mais pas trop non plus, sinon Hall apparaît et met fin au désordre. Fatigué de voir cet institut s'immiscer dans toutes les affaires du village, Akira en déduit qu'un ALC est une sorte de promesse que différents groupes font pour vivre ensemble. Idi confirme et explique que, dans sa maison, ceux qui avaient conclu un ALC étaient son père, Papa Valk, et sa mère, un groupe de 3. Sur ces mots, la petite fille entraîne son amie vers un autre endroit. Dans la scène suivante, nous sommes transportés à l'année 2038. À cette époque, Akira discutait avec Towasa du projet LC, qui promettait d'offrir une amélioration aux humains. Son frère trouvait l'idée intéressante, mais Toa n'avait pas encore trouvé d'investisseurs pour concrétiser ce plan. Quant au projet LP, Ikekishima expliquait qu'il serait crucial pour établir les bases du développement des androïdes. Et, parlant de choses cruciales, ce jour-là, Akira franchit un pas important dans son intention de se rapprocher de Towasa. Il offrit une bague à sa grande sœur pour son anniversaire. À cette occasion, Toa lui demanda d'arrêter de l'appeler « grande sœur ». De retour au présent, assis avec Idi dans un coin du marché, Akira ne peut s'empêcher de penser au choc culturel que représente cet ALC, si différent du mariage tel qu'il le connaît. Le jeune homme ne sort de ses pensées qu'au moment où il salue Taberna, qui vient d'arriver avec son bébé dans les bras. Apparemment, Taberna a besoin d'un coup de main de son ami. Elle l'emmène alors auprès d'un véhicule motorisé, tombé en panne lors du tremblement de terre de la veille, pour voir s'il peut le réparer. Akira remarque que la soupape d'admission est tordue et, à la surprise générale, il parvient à remettre la voiture en état, faisant redémarrer la vieille. Selon lui, il aime travailler avec les machines depuis qu'il est enfant. Au milieu des célébrations de la foule lorsque le véhicule a été réparé, les sourires s'effacent de leur visage à l'arrivée de l'émissaire Canis. Honorable, mais la tête baissée, le partenaire de Ouya dénonce la présence du sage, pointant directement Akira Haimgami. Mesurant plus de 2 mètres, le géant s'approche de l'étranger et s'accroupit pour l'évaluer de la tête aux pieds. Lorsque le jeune homme demande son nom, il se présente comme Percusus Canis.
émissaire général Dol pour le district Nord H 427, mais précise qu'on peut l'appeler le tout-puissant commissaire Canis. Saisissant Akira, Canis affirme que le garçon est considéré comme une relique archéologique exhumée de manière inappropriée dans des ruines anciennes. Pressant la tête du garçon dans sa main, le membre Dol leur rappelle que contrôler le flux d'informations est le fondement de l'organisation. Ouya demande à l'émissaire de ne pas agir ainsi, mais Canis n'en a cure, allant jusqu'à accuser la villageoise de trahison pour ne pas avoir caché la présence de la relique dans le village. Utilisant une arme attachée à son poignet, le commissaire tire sur la jambe du paysan et ordonne également à ses gardes de détenir le père et la fille afin qu'ils témoignent d'avoir trouvé la relique en premier. Ouya argue qu'il allait tout signaler une fois les choses calmées, mais Percusus refuse d'écouter la moindre excuse. Il sort sa lame électrique et administre un puissant choc à la blessure ouverte du civil, provoquant une douleur insupportable qui glace la colonne vertébrale d'Akira. Comme si cela ne suffisait pas, le rire de l'agresseur résonne dans la zone comme un sinistre présage. Après avoir pris le contrôle de la situation, Canis jette Akira, Ouya et Idi dans une cellule attachée à un train, comme s'il s'agissait d'un wagon. Akira se sent coupable d'avoir causé tout cela, tandis que Ouya rassure le jeune homme, malgré la gravité évidente de sa blessure à la jambe. À l'arrivée à destination, Canis ordonne à ses hommes armés de laisser la relique dans la cellule et d'emmener les deux autres, puisqu'il allait bientôt se débarrasser d'eux. À ce propos, le chef avait envoyé 3 soldats de retour au village de Hakodat pour tuer tous les paysans, comme il avait décidé que tous ceux qui savaient l'existence de la relique devaient mourir. Dans le désespoir, toujours enfermé, Akira traita l'homme de monstre. Ignorant l'insulte, Canis déclara que c'était une bonne chose que la relique libère toutes ses connaissances anciennes et l'aide à gravir les échelons. Cela dit, lorsque l'émissaire pointa son arme sur la tête d'Idi, la femme encapuchonnée apparut et fracassa la cellule d'Akira avec une épée faite de matière lumineuse véritable, semblable à un sabre laser. D'une vitesse inarrêtable, elle maîtrisa Canis et lui asséna un coup de pied qui envoya le géant valser comme un simple ballon de football. Gravement battu, l'homme ordonna à ses soldats de tuer l'ennemi. Avant qu'ils ne puissent tirer, la mystérieuse héroïne révéla qu'elle connaissait Akira d'une manière ou d'une autre, mais sans entrer dans les détails, elle lui dit de trouver un endroit sûr pour se cacher. À ce moment-là, les soldats ouvrirent le feu, mais la femme activa un bouclier qui renvoya les balles vers les tireurs, les tuant tous. Ensuite, elle dégaina de nouveau sa lame et détruisit chaque adversaire armé dispersé dans la zone, les tranchant tous en morceaux sans pitié. Fuyant dans le désespoir, Canis demanda qui diable était ce misérable, tandis que la poursuivante méprisait la lâcheté de l'officier, celui qui envoyait ses hommes mourir à sa place. À cet instant, un soldat s'apprêtait à tirer sur la femme, mais Akira lança un morceau de fer sur sa tête et l'en empêcha. Canis profita de ce moment pour attraper une mitrailleuse sur le train et commença à tirer sauvagement en direction de son adversaire. À présent, peu importe son habileté, le commissaire était certain que personne ne pouvait échapper à une mitrailleuse de ce calibre. En revanche, la mystérieuse figure montra qu'elle était sur un autre niveau. En activant une arme cachée dans son corps, la femme tira sur sa cible et désintégra violemment l'émissaire Canis. Le tir fut si vaste et puissant qu'il frappa une montagne en arrière-plan et provoqua une explosion gigantesque. Après avoir réglé le problème, l'héroïne révéla qu'elle était un androïde appelé Yugur. Cependant, en voyant son visage, Akira jura que la personne devant lui était Tawasa. Comme si cela ne suffisait pas, Yugure n'a aucune idée de qui est Toasa, ce qui pousse Akira à se demander s'il n'a pas un problème au cerveau. Yugure repasse alors un enregistrement du moment où il avait accepté de l'écouter après leur combat, et elle lui explique qu'elle voulait lui demander une faveur. Cette faveur, c'est qu'il se marie. Akira, complètement dérouté, ne comprend pas pourquoi elle voudrait une telle chose. Yugur croit qu'il la rejette et commence à l'intimider, forçant Akira à lui dire qu'il a simplement besoin de temps pour réfléchir. Ces mots suffisent à la calmer, et elle sort alors une bague de fiançailles, celle qu'Akira avait donnée à Toasa. En la voyant, Akira est bouleversé. Non seulement il reconnaît la bague, mais il comprend aussi que Yugur doit savoir qui est Toasa. Yugur admet qu'elle pourrait la connaître, mais refuse de lui répondre clairement. À la place, elle affirme que cette information est confidentielle.
Ils n'ont pas le temps de poursuivre cette conversation, car ils doivent venir en aide à Waya, gravement blessé. Plus tard, dans la soirée, l'homme qui avait dénoncé Akira à Howell vient s'excuser, prêt à accepter n'importe quelle punition. Heureusement pour lui, Akira comprend qu'il voulait seulement protéger le village, et il accepte ses excuses. Mais Howell ne lui pardonnera pas, et Akira sait qu'il doit quitter le village. Il fait donc ses adieux à tout le monde. Surpris toutefois de voir Yugur insister pour l'accompagner. Elle attend toujours sa réponse, mais Akira lui fait remarquer à quel point il serait insensé d'épouser une femme qu'il vient tout juste de rencontrer. Yugur ne se laisse pas décourager, pensant simplement qu'ils doivent apprendre à mieux se connaître. C'est pour cette raison qu'elle décide de voyager avec lui. Akira lui demande simplement de ne pas causer d'ennui, ce qui la fait rire. Après tout, c'est elle qui l'a sauvé lorsqu'il s'est retrouvé dans le pétrin. Leur première destination est l'endroit où Akira s'est réveillé, espérant y trouver un indice sur ce qui lui est arrivé. Il voudrait que Yugur lui parle du monde tel qu'il est aujourd'hui, mais elle répond encore que ces informations sont classées. Akira tente au moins d'en apprendre plus sur elle et sur les raisons de sa demande en mariage, mais Yugur déclare que ces réponses font partie du « contenu premium ». Il propose même de payer, mais elle réplique qu'elle n'accepte qu'un seul mode de paiement, le mariage. Ils finissent par arriver au sanctuaire, mais la nuit est tombée et il fait trop sombre pour distinguer quoi que ce soit. Soudain, Yugur tressaille. Elle a senti une présence. Elle saisit Akira et le tire à l'écart avant d'utiliser une capacité pour dissimuler leur aura. Elle lui chuchote qu'il y a des gens tout près et qu'ils doivent à tout prix éviter d'être découverts. Une femme nommée Yami tranche l'entrée du sanctuaire d'un coup de lame spectaculaire, tandis qu'une autre, Hakubo, y pénètre avec une grâce inquiétante. Yugur serre les dents. Si elle les trouve, leur vie est en grand danger. Les deux femmes cherchent quelqu'un, et Hakubo active une sorte de radar pour localiser leur cible. Cette révélation laisse Akira sans voix. Ces deux femmes, Yami et Hakubo, sont des androïdes, tout comme Yugur. Mais ce qui le bouleverse davantage, c'est qu'elles ont exactement le même visage que Toasa. À ce moment-là, Yami perçoit une présence et lance une attaque fulgurante qui dévoile la cachette d'Itti, dissimulée tout près. Akira, surpris, se demande ce qu'elle fait là, mais Yugur lui intime le silence, précisant que ses filles ne lui feront pas de mal. Après un bref interrogatoire, Itti admet qu'elle est au courant de l'élimination de Kan. Elle ne ment pas non plus lorsqu'elle reconnaît savoir qui est le coupable. Yami exige qu'elle révèle son nom, mais Itti, courageuse, répond qu'elle ne peut pas. Cette personne lui a sauvé la vie. Elle ajoute qu'elle ignore où se trouve cet individu, ce qui pousse Yami et Hakubo à conclure qu'il s'agit d'une nouvelle impasse dans leur recherche. Leur cible semble insaisissable, alors elle décide de repartir. Akira se précipite vers Itti, inquiet, et elle lui explique qu'elle les a suivis pour lui rendre sa montre à gousset. Elle l'avait retrouvée dans les ruines quelque temps auparavant, mais avait oublié de la lui remettre. Akira la récupère et l'active, espérant y trouver un indice. C'est alors qu'un message de Toasa apparaît. Dans ce message, Toasa confesse avoir commis de nombreuses erreurs. Elle reconnaît qu'elle devra vivre avec le poids de ses fautes, ses péchés qui la hanteront pour toujours, un fardeau qu'elle seule peut porter. Elle déclare son amour éternel pour Akira, mais le supplie de ne jamais partir à sa recherche, quoi qu'il arrive. Akira, bouleversée, écoute ses dernières paroles. « Chéris le temps et la vie que tu possèdes, Akira ». Le message est daté de 200 ans auparavant. Akira doit alors affronter une vérité déchirante. Toasa n'est plus de ce monde, mais il refuse d'abandonner. Il jure qu'il la retrouvera, d'une manière ou d'une autre. Sa première destination sera la maison qu'il partageait autrefois, même s'il sait que ce voyage sera dangereux. Convaincu qu'il peut faire confiance à Yugur, il lui demande de l'accompagner. Yugur, théâtral comme toujours, récite aussitôt ses vœux de mariage, ce qui pousse Akira à lui rappeler qu'il ne compte pas l'épouser. Il lui explique que Yami et Hakubo sont en réalité des officiers supérieurs des forces spéciales d'Howell et qu'elles sont à sa recherche. Cette révélation fait naître en lui un doute. Yugur travaille-t-elle, elle aussi, pour Howell? Et pourquoi toutes ces femmes ont-elles le même visage? Mais une fois encore, Yugur répond simplement « Classé secret défense ». Akira tente une dernière question. Pourquoi veut-elle tant se marier avec lui? Elle sourit et répond avec une simplicité désarmante. Parce que j'en ai... Akira lui rappelle aussitôt qu'il est fiancé à Toasa,
Mais Yugur réplique avec aplomb que les fiançailles ne sont pas un mariage, et qu'elle a donc encore toutes ses chances. Elle le plaque contre le sol, un sourire provocateur aux lèvres, et lui promet de lui faire oublier Toasa pour qu'il tombe éperdument amoureux d'elle à la place. Agacé, Akira finit par prononcer son prénom pour la première fois, ce qui la fait aussitôt rougir. Touché, Yugur promet de se tenir tranquille à partir de maintenant. Le lendemain matin, il raccompagne Iti jusqu'à son village, puis se prépare pour la suite de leur voyage. Pour atteindre leur prochaine destination, ils doivent traverser une rivière, mais la saison ne s'y prête pas. Aucun bateau ne navigue à cette période de l'année. Le ferry ne passe qu'une fois par semaine, ils n'ont donc d'autre choix que d'attendre. Heureusement, un homme nommé Aboro s'apprête justement à naviguer dans la même direction et leur propose de les emmener. Ravi d'avoir de la compagnie, il écoute avec amusement Yugur lui raconter qu'ils sont en lune de miel, ce qui fait soupirer Akira. À peine arrivé sur l'autre rive, Akira heurte accidentellement une jeune fille et brise son pinceau de peinture. Désolé, il lui promet de lui en acheter un autre. La jeune fille se présente sous le nom d'Amoru, et Yugur remarque aussitôt quelque chose d'étrange dans le livre qu'elle tient serré contre elle. Mais Amoru s'en montre très protectrice et explique que ce livre est très précieux pour elle. Akira achète un nouveau pinceau avec l'argent que Waya leur avait donné, mais le caissier leur rend trop de monnaie. Le propriétaire du magasin entre alors dans une colère noire en apprenant cette erreur, surtout après s'être fait arnaquer plus tôt par un Lettogent. En entendant ce nom, Yugur tire discrètement Akira par la manche et lui dit qu'ils peuvent garder la monnaie. Une fois dehors, elle lui explique. Les Lettogents sont des individus ayant volontairement renoncé à leurs droits humains. En échange, ils sont absous d'un crime ou d'une dette. Sous l'administration d'Owell, les Lettogents doivent effectuer divers travaux d'intérêt public. Akira fronce les sourcils. À ses yeux, cela ressemble fortement à une forme d'esclavage. Mais Yugur lui répond qu'Owell leur fournit de la nourriture, des vêtements et un abri en compensation. Akira n'en reste pas moins troublé. Yugur, étonné, remarque à quel point il fait preuve de compassion, une qualité rare dans ce monde. Avant de repartir, Akira remet le nouveau pinceau à Amoru, qui le remercie avec un grand sourire et promet d'en prendre soin. Curieuse, elle leur demande ce qui les amène dans la région, et Akira lui répond qu'ils sont en route pour Tokyo, mais qu'ils doivent d'abord traverser une montagne voisine. « C'est un long trajet jusqu'à là-bas », remarque Akira, mais Amaru lui apprend qu'Owell a installé un poste de contrôle sur la route principale, précisément dans la direction où ils se rendent. Heureusement, Amaru connaît un autre chemin, un sentier moins surveillé qu'elle leur propose d'emprunter. En marchant, la jeune fille montre fièrement ses talents de dessinatrice, ce qui impressionne Akira. Lorsqu'il observe son dessin, il croit reconnaître Toasa, mais Yugur le corrige aussitôt en affirmant que c'est elle qu'Amaru a dessiné. Amusée, Akira demande à la fillette si elle souhaite devenir artiste plus tard. Amaru lui confie qu'elle rêve de créer des livres illustrés, des contes remplis de dessins et d'histoires. Akira l'encourage sincèrement, convaincu qu'elle y parviendra, et lui dit qu'il espère pouvoir lire un jour l'un de ses livres. Amaru répond timidement « D'accord », mais soudain, quelque chose la trouble et elle part courir devant. Yugur, intrigué, remarque un tatouage étrange dans le dos de la jeune fille avant qu'elle ne disparaisse dans les bois. Le soir venu, le petit groupe se réunit autour d'un feu et savoure un lapin rôti, chassé par Yugur. Curieux, Akira lui demande si elle tire son énergie de la nourriture comme les humains. Yugur sourit et explique qu'elle possède un noyau énergétique qui produit de l'énergie de manière illimitée. Elle mange tout de même beaucoup, mais uniquement par plaisir. Akira, fasciné, s'approche un peu trop près pour examiner son cœur d'énergie. Yugur l'autorise à la toucher, mais le met en garde. S'il le fait, il devra en assumer les conséquences. Pour changer de sujet, elle demande alors à Amaru si elle peut jeter un œil à son livre, celui qu'elle garde toujours contre elle. Amaru se crispe et Yugur précise aussitôt qu'elle sait qu'il s'agit d'un livre interdit, mais qu'elle n'a aucune intention de le lui prendre. Rassurée, Amaru finit par avouer que le livre s'intitule « L'oiseau du cœur » et qu'il a été écrit et illustré par ses parents. Ils étaient auteurs de contes illustrés et avaient publié de nombreux ouvrages avant leur disparition. Akira comprend alors pourquoi la fillette y tient tant, et il admire la beauté des illustrations qu'elle lui montre fièrement. Amaru brille de fierté.
et il est évident qu'elle souhaite marcher sur les traces de ses parents. Akira lui assure qu'elle a tout le talent nécessaire pour réaliser son rêve, et cette fois, Amaru accepte le compliment avec un sourire sincère. Le lendemain matin, ils atteignent la cité perchée sur la montagne. Malheureusement, un soldat d'Owell garde l'entrée. Alors Yugur couvre son visage pour éviter d'être reconnu. Avec une aisance déconcertante, elle leur explique qu'elle vit ainsi depuis 150 ans, toujours à se cacher, à esquiver les patrouilles. Une fois en ville, ils goûtent aux mets délicieux qui font la réputation du lieu. Mais Akira remarque bien vite que les Létogens sont épuisés par le travail forcé. Yugur lui conseille de ne pas s'en mêler, affirmant que mettre son nez dans les affaires d'Owell ne leur attirerait que des ennuis. Mais Akira a du mal à détourner les yeux face à cette injustice. Alors qu'il rumine en silence, il se rend compte que Yugur a déjà englouti toute la nourriture. Soupirant, il se lève pour aller en chercher davantage, sans savoir que le calme apparent de la ville cache une nouvelle tempête à venir. Contre toute attente, alors qu'Akira s'apprête à revenir avec plus de nourriture, des gardes d'Owell l'interceptent brutalement. Ils savent déjà que la femme encapuchonnée est Yugur, et l'un d'eux ordonne qu'elle ne fasse pas un geste, sinon Akira sera exécuté sur le champ. Leur arrestation est immédiate, et l'officier responsable se présente. Il s'appelle Marlem. Il explique qu'il a reçu un message de Canis signalant qu'une relique ancienne avait été repérée dans la région. Ayant reconnu le visage de Yugur, il a tout de suite compris qu'il se passait quelque chose d'important. Akira et Yugur sont stupéfaits, tout comme Jessa et Amaru. Mais à la stupeur générale, Amaru s'excuse et court se ranger aux côtés de Marlem. Ce dernier l'appelle numéro 1221 et la félicite d'un ton froid. « Bon travail !» Akira, abasourdi, ne comprend plus rien. Marlem finit par lui révéler la vérité. Ils viennent d'être dupés par une Létojane. Amaru, honteuse, admet qu'elle leur a menti. Elle explique qu'Owell lui avait promis de lui rendre les livres écrits par ses parents si elle livrait Akira et Yugur. Mais Marlem n'a jamais eu l'intention de tenir parole. Il éclate de rire et se moque d'elle cruellement, la traitant d'idiote d'avoir cru qu'il lui rendrait quoi que ce soit. Il lui annonce avec mépris que tous ses livres seront brûlés, jusqu'au dernier. Trahi, Amaru explose de colère, mais Marlem rétorque froidement qu'elle n'a fait que leur infliger la même trahison. D'un geste brutal, il la jette au sol, puis ordonne à ses hommes de l'emmener et de lui faire subir le même sort que ses parents. Il exige ensuite qu'on capture Yugur, ravi à l'idée de la gloire et de la promotion qu'il obtiendra pour cette arrestation. Akira, impuissant, se tourne vers Yugur et lui demande si elle peut faire quelque chose. Elle répond calmement qu'elle ne peut garantir que sa sécurité à lui, pas celle d'Amaru. Mais ce n'est pas suffisant pour Akira. Voyant la détresse de la jeune fille, Jessa et Amaru se jettent sur Marlem pour créer une diversion, ordonnant à Akira et Yugur de fuir. Profitant de ce bref instant, Yugur attrape Akira par le bras et le tire hors de la ville. Pendant ce temps, Marlem, furieux, frappe Amaru sans pitié et met la main sur le livre qu'elle cachait depuis le début. À l'extérieur, Yugur réussit à mettre Akira à l'abri, mais il refuse de partir plus loin. Il veut retourner sauver Amaru, malgré tout. Yugur tente de le raisonner. « Elle nous a menti, Akira. Elle a choisi son camp. » Mais lui ne lui en veut pas. Il comprend qu'elle a été manipulée par la cruauté d'Owell. Yugur insiste. S'ils y retournent, ils seront capturés à nouveau. Mais Akira refuse de rester les bras croisés, rongé par la culpabilité. Il avoue que c'est de sa faute. Il n'a pas pris son rêve au sérieux et il l'a encouragé sans voir la détresse dans ses yeux. Pendant ce temps, dans les ruines fumantes de la place, Amaru hurle de désespoir. Elle supplie qu'on lui rende le livre de ses parents, mais Marlem, implacable, déclare qu'il ne fait qu'appliquer la loi. Puis, sous son regard horrifié, il jette le livre dans les flammes. Les pages se consument lentement et les souvenirs de son père et de sa mère s'envolent en cendres. Amaru tombe à genoux, le cri déchirant d'une enfant à qui on vient d'arracher son dernier rêve résonnant dans la nuit. Yugur cède enfin et accepte de sauver Amaru, mais seulement si Akira accepte de l'épouser. Akira n'en croit pas ses oreilles. Tout ce à quoi elle pense, c'est ça. Il l'insulte alors en lui rappelant qu'elle n'est vraiment qu'un androïde. Yugur est clairement blessé par ces mots et le laisse partir. Akira se précipite alors pour secourir Amaru. Un peu plus tard, Akira arrive devant la prison où Amaru a été emmené, tandis que Yugur observe la scène de loin.
Amorou n'en revient pas qu'il vienne l'aider après sa trahison, mais Akira lui assure qu'il ne pouvait tout simplement pas l'abandonner. Soudain, ils sont repérés et l'alarme retentit. Ils doivent fuir pour sauver leur vie. Akira utilise une matraque électrique pour neutraliser un garde et ils parviennent enfin à sortir du bâtiment. Malheureusement, Marlem les attend à l'extérieur et se moque d'eux pour leur prévisibilité. Ils sont tombés directement dans son piège et Akira ne peut rien contre autant de gardes. Marlem est déçu de ne pas avoir pu capturer l'androïde, mais il se contente de pouvoir s'emparer de la relique d'Akira. Akira parvient à se libérer de ses liens un instant pour exiger la libération d'Amorou, mais ses efforts sont vains. Cela n'énerve que davantage Marlem, qui déteste être touché par des communs, et il ordonne alors de donner une leçon à Akira. Amorou regarde, horrifié, tandis que les gardes frappent Akira sans relâche. Elle supplie qu'ils arrêtent, s'offrant même en sacrifice à sa place, mais Akira l'en empêche. Il déclare qu'ils ne doivent pas abandonner et promet qu'ils quitteront cet endroit ensemble. Il lui rappelle son objectif, retrouver les livres de ses parents, et souligne qu'elle n'y arrivera jamais si elle renonce maintenant. Elle ne pourra pas non plus devenir artiste, ce qui est son rêve le plus cher. L'espoir d'Amorou renaît, mais Marlem n'en a rien à faire. Fatigué de leur petite histoire triste, il ordonne que l'on élimine Amorou. Une froide terreur envahit Akira lorsque le canon d'une arme se pose sur la tête d'Amorou et il ne peut que crier pour qu'on arrête. Personne n'écoute, mais Yagour, visiblement agacée, décide à contre-cœur d'intervenir. Elle élimine 3 gardes en un clin d'œil, libérant Amorou, et Akira n'en revient pas. Elle est vraiment venue. Marlem est simplement content de pouvoir enfin capturer l'androïde, mais Yugur a une toute autre idée. Elle fait surgir encore plus de gardes et Amorou ne peut s'empêcher de penser à quel point elle est belle. La lame de Yugur tranche facilement les armes des gardes, qui prennent la fuite aussi vite qu'ils le peuvent. Marlem les traite tous de lâches et sort son propre pistolet, mais il n'a aucune chance face à la puissante Yugur. Elle les projette dans un autre bâtiment et Marlem est finie. Amorou reste stupéfaite devant la puissance de l'androïde, tandis qu'Akira se demande pourquoi Yugur a enfreint les principes de fonctionnement qui l'empêchaient à l'origine d'aider Amorou. Yugur explique simplement qu'elle suit toujours ses principes, mais qu'elle a jugé que sauver Amorou était conforme à son objectif. Elle dit avoir agi selon la logique, parce qu'elle est un androïde, mais Akira sait qu'il y a plus derrière cette décision. Il décide de laisser tomber et se contente de remercier Yugur pour son aide. Le lendemain matin, les 3 commencent leur voyage de retour vers la ville d'Eomori. Yugur révèle qu'elle a aussi retrouvé le sac d'Amorou dans la prison, ce qui touche profondément Amorou. Pendant qu'elle se change, Yugur soigne toutes les contusions qu'elle a reçues des gardes et lui explique que toutes ses blessures disparaîtront dans quelques jours. Akira ne peut s'empêcher de se demander quelle technologie incroyable permet un tel pouvoir de guérison, mais Yugur répète que c'est confidentiel. Elle rassure Amorou, ce n'est pas dangereux. Elle utilise simplement un mécanisme déjà présent dans le corps humain. Amorou se demande si Yugur peut aussi retirer le tatouage qui la marque comme lithosienne, et Yugur accepte, mais la prévient que cela fera mal. Heureusement, la douleur ne dure pas longtemps. Et Amorou est émue lorsqu'elle voit que Yugur l'a remplacé par un tatouage beaucoup plus joli. C'est un oiseau semblable à celui que ses parents avaient dessiné, et Amorou est profondément touchée par ce geste de bonté. Cela lui rappelle sa famille heureuse, et elle déclare que c'est magnifique. Elle annonce qu'elle aimerait partir en voyage pour chercher les livres de ses parents et dessiner plein d'images. Akira est surpris lorsqu'elle explique qu'elle veut les accompagner, et Amorou conclut que ce sera un voyage à 3. Elle veut passer plus de temps avec eux et est certaine qu'ils veulent être avec elle, puisqu'ils l'ont sauvée. Akira décide que cela ne fera pas de mal si Amorou se joint à eux. Et Yugur est également partante. Leur première destination est Aomori, et Akira remarque à quel point la ville est différente de ce qu'elle était il y a 200 ans. Il est soulagé de voir qu'il y a des hôtels, car il pourra enfin prendre un bain. Il remarque une sécurité très renforcée aux alentours et Amorou explique qu'un festival célèbre appelé Fika va bientôt avoir lieu. C'est un festival où les gens cherchent leur futur partenaire et il est toujours bondé. Akira pense que cette sécurité est excessive, mais Yugur s'en moque complètement. Ce petit festival de rencontres n'a rien à voir avec eux puisqu'ils ont déjà leur partenaire et elle déclare qu'elle va épouser Akira. Akira n'arrive toujours pas à comprendre ce qui pousse Yugur à vouloir cela,
Mais il estime que ce n'est pas naturel et suppose qu'elle ne veut l'épouser que parce qu'elle n'est proche de personne d'autre. Pour clarifier son message, Akira rappelle à tous que son seul véritable amour est Towasa. Ils ont juré leur vie l'un à l'autre et la retrouver est l'une des principales raisons de son voyage. Amoru pense qu'elles devraient toutes se marier, ce qui déçoit Akira, car il voit que son message n'est pas passé auprès de Yugur. Yugur, en revanche, l'a entendu très clairement et annonce qu'elle va sortir rencontrer des humains qui pourraient être de potentiels prétendants. Si elle ne ressent d'affection envers aucun d'eux à part Akira, cela prouvera que son amour pour lui est sincère. Ce n'est pas exactement ce qu'Akira voulait dire, mais les filles ont déjà décidé de participer au festival. Ailleurs, un homme nommé Kalkrom effectue une transaction illégale d'armes. Il est largement connu pour vouloir devenir le chef de la célèbre famille Lontano et négocie avec le lieutenant-colonel Yamabuki. Kalkrom achète en dehors des registres un énorme stock d'armes Owo, et Yamabuki se demande s'il prévoit de déclencher une sorte de guerre. Kalkrom balaie sa curiosité en disant qu'il veut juste être prêt. Mais Yamabuki a d'autres questions. Les rumeurs disent que Kalkrom a un rival qui se bat également pour la tête de la famille et Yamabuki cherche à en savoir plus, mais ils sont interrompus. Ce sont les gardes de la sœur de Kalkrom, nommée Fide, et Yamabuki craint d'avoir été trahi. Fides est l'aînée de la famille Lantano et elle s'est précipitée ici dès qu'elle a entendu qu'un traître s'était infiltré dans la fête de Kalkrem. Fides ne voulait pas que l'ignorance de Kalkrem porte préjudice à leur famille, alors elle est venue éliminer le traître. Elle déclare qu'elle sera la prochaine chef de leur famille, mais les hommes de Kalkrem s'y opposent. Le traître tente de l'éliminer, mais Kalkrem met fin à sa vie à sa place. Il révèle qu'il y a en réalité plus d'un traître dans la pièce et attrape le commissaire qui avait aidé à conclure l'affaire. Elle prenait beaucoup d'argent pour elle-même et Fides laisse son frère s'occuper du reste. Un des voyous n'en revient pas que ces deux-là soient des frères et sœurs rivaux, et un autre explique qu'il y en avait autrefois davantage. Le chef actuel avait 10 enfants au total et voulait que chacun d'eux se batte pour la place de tête de famille. Cela a bien sûr entraîné une énorme querelle sanglante qui n'a laissé que Kalkrem et Fides en vie. Aucun des deux n'a de famille, ce qui inquiète le chef pour la continuité de son nom. Cela pourrait poser un énorme problème pour leur chance de succéder, et tout le monde sait que les deux devront bientôt trouver des partenaires. Le chef de la famille Lantano rencontre ses 2 enfants restants et déplore comment les choses ont tourné. Autrefois, leur table était pleine de vie, mais désormais, il ne reste que 2 enfants. Le chef devient impatient et leur rappelle que peu importe qu'ils partagent son sang, ils doivent tout de même prouver par leurs actions qu'ils sont dignes de devenir ses successeurs. Kalkrem comprend parfaitement ce que son père attend. Il veut qu'ils participent au festival. Le chef explique que perpétuer la lignée familiale est une mission importante et Fides ne perd pas de temps pour montrer sa détermination en assurant à son père qu'elle trouvera un partenaire. Le lendemain matin, les filles rappellent à Akira qu'elles se rendront au festival. Akira s'en moque et les laisse partir. Amoru rattrape Yagur, mais elle remarque que l'ordinairement discrète Yagur est devenue très sérieuse. Akira, de son côté, réfléchit à l'endroit où il souhaite passer cette belle journée et surprend des hommes parlant de la famille Lantano. La rumeur dit que les frères et sœurs y assisteront, et cela semble être un événement majeur. Akira ne peut s'empêcher de se demander qui est cette famille Lantano, et on lui explique qu'ils sont les dirigeants de cette ville. Ce sont des gens qui n'hésitent pas à se salir les mains si nécessaire, ce qui fait craindre à Akira qu'ils ne ressemblent à la mafia. Au festival, Amuro raconte sa situation à des passants. Il traite Akira de salaud pour ne pas avoir empêché les filles d'aller au festival comme elles le voulaient, mais Amuro prend sa défense. Pendant ce temps, certains essaient de faire connaissance avec Yagur, mais elle ne ressent pas le besoin de répondre à la moindre de leurs questions. Le but du festival est de trouver un partenaire, mais Yagur leur dit que les chances de l'approcher à nouveau sont quasiment nulles. À ce moment-là, Akira est présent. Il s'inquiétait de la présence possible de la mafia, mais tout est très calme, et il se rend compte qu'il n'avait probablement pas besoin de surveiller les filles. Akira remarque un groupe de filles entourant Kalkrem et réalise que ce type pourrait bien être le prochain chef de la mafia. Kalkrem semble beaucoup s'amuser, et Akira décide qu'il vaut mieux rester aussi loin que possible de lui. Pendant ce temps, une file d'hommes attend pour rencontrer Fides. Chacun essaie de l'impressionner, mais elle les écarte d'un simple geste de la main dès qu'il l'ennuie.
Fides écarte les prétendants un par un, jusqu'à ce qu'il ne reste personne, et elle est déçue de constater qu'aucun n'était digne d'elle. Ces hommes se demandent s'il est vraiment nécessaire qu'elle trouve un partenaire, puisqu'ils resteront loyaux envers elle quoi qu'il arrive. Malheureusement, Fides explique qu'elle doit le faire si elle veut devenir à la tête de la famille Lantano. Calcrème arrive, déçu de voir que personne ne s'intéresse à Fides, et reconnaît que le chemin vers le trône est très périlleux. Fides rétorque rapidement qu'elle a simplement des standards très élevés, contrairement à lui. Calcrème lui rappelle que ce festival est censé parler du véritable amour, mais elle sait très bien que tout ce qui l'intéresse, c'est de grimper au sommet. Fid en a fini avec cette conversation, Calcrème lui donnant la nausée, et elle s'éloigne. Un peu plus tard, Akira remarque que Yugur est complètement ivre après avoir renvoyé tout le monde et vidé plusieurs bouteilles de vin. Amoru est heureuse de le voir là, mais Akira constate que Yugur a disparu de la vue. Il se met à la chercher, mais il bouscule accidentellement Fides, qui renverse du vin sur sa robe. Akira se demande s'ils ont encore la solution de nettoyage qu'il utilisait autrefois à notre époque. Fides l'entend et se demande ce qu'il veut dire. Akira panique, et la situation empire lorsqu'il réalise qu'elle fait partie de la famille Lantano. Il tente de s'enfuir, mais Fides est intriguée par ce qu'Akira semble savoir et elle veut lui parler. Elle exige qu'il explique ce qu'il entend par « cette époque », mais Amoru prend sa défense. Elle affirme qu'Akira n'a rien fait de mal et qu'il n'est pas responsable d'être un reliquat du passé. Akira n'en revient pas. Elle vient de révéler ce secret au grand jour et il est trop tard pour le cacher. Fid se demande comment un humain vieux de 200 ans peut encore être en vie et elle le force à parler. Akira explique que la technologie s'appelait l'animation suspendue et qu'il s'est simplement réveillé après un dysfonctionnement de l'appareil. Fide a entendu des rumeurs à son sujet et Amoru est surprise de constater qu'elle ne semble pas contrariée. Au contraire, Fides déclare qu'elle aimerait se marier avec Akira. Akira n'en croit pas ses oreilles. C'est déjà la 2e fois qu'on lui propose le mariage depuis son réveil. Évidemment, Akira refuse, mais Fides lui propose un marché. Elle sait Cole est à sa poursuite et promet de le protéger s'il accepte de l'épouser. Fides a ses propres raisons de vouloir ce mariage, ce qui peut convenir aux deux parties. Akira se demande quel genre d'amour ils sont censés partager, mais l'amour n'a aucun intérêt pour Fides. Soudain, Fides est choqué lorsqu'on parle de Calcrème. Il vient de trouver une nouvelle fille et tout le monde se demande s'il a enfin trouvé celle qu'il épousera. Un coup d'œil en bas révèle que cette fille est Yugur, complètement ivre, et Akira ne peut s'empêcher de se demander comment son groupe s'est retrouvé dans une situation aussi folle. Le seigneur Lontano convoqua Calcrome dans son bureau après avoir entendu dire que son fils avait trouvé une partenaire lors du festival de Fika. Impatient, il lui exprima son désir de le voir accomplir au plus vite la cérémonie d'Ilsi, afin de pouvoir enfin accueillir un petit enfant. Mais Calcrome lui répondit que le moment était encore trop prématuré pour envisager une telle chose. Pendant ce temps, Fiz s'occupait des chevaux dans les écuries du château. Elle confia à son cheval préféré les rumeurs qui circulaient au sujet de la nouvelle partenaire de Calcrome, n'ayant personne d'autre à qui se confier. Son garde du corps entra pour l'informer des nouvelles qui se répandaient dans tout le château, mais elle le réprimanda pour avoir interrompu son moment privilégié avec l'animal. Elle lui assura qu'il n'avait aucune raison de s'inquiéter des rumeurs, car elle avait elle-même trouvé un partenaire. Pendant ce temps, Akira tentait de dissuader Yugur d'aller à son rendez-vous avec Calcrome. Il lui fit part de son inquiétude quant à la nature dangereuse de cet homme et de sa crainte de l'avoir mêlé à des affaires de mafia. Amoru exprima à son tour sa surprise, notant que Yugur avait clairement montré son désintérêt la veille. Yugur expliqua qu'elle avait accepté l'invitation uniquement pour prouver à Akira qu'elle ne pouvait éprouver de sentiments pour personne d'autre que lui. Cependant, elle commença à douter de cette justification, car les avances de Calcrome semblaient l'affecter plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Calcrome arriva à l'improviste, un bouquet de fleurs à la main. Il expliqua que son empressement à la revoir l'avait poussé à venir plus tôt que prévu. Yugur examina les fleurs et reconnut aussitôt qu'elles symbolisaient l'amour véritable. Calcrome exprima son admiration pour sa connaissance des symboles floraux, ajoutant qu'il n'en attendait pas moins d'un androïde. Cette remarque provoqua une grande tension chez Akira, inquiet pour la sécurité de Yugur. Mais celle-ci le rassura, précisant que Calcrome connaissait déjà sa véritable nature et l'acceptait telle qu'elle était. Akira demeura méfiant et interrogea Calcrome sur ses véritables intentions. Calcrome, amusé,
le taquina au sujet de sa jalousie et lui demanda s'il nourrissait des sentiments amoureux pour Yugur. Yugur révéla alors qu'Akira était son fiancé. Kalcrom répondit par un sourire malicieux, si familier qu'Akira ne put s'empêcher d'y reconnaître un air de famille avec Fidès. Et comme pour confirmer cette pensée, Fidès apparut à cet instant, appelant Akira pour lui rappeler qu'elle était venue le chercher pour leur rendez-vous. Surpris, Akira manifesta sa confusion, mais Fidès lui rappela calmement qu'il était son partenaire d'Alésia. Amoru et Yugur encerclèrent immédiatement Akira, lui interdisant de partir seul avec Fidès. Elles l'interrogèrent avec insistance, exigeant qu'il leur raconte en détail ce qui s'était passé entre lui et Fidès la veille au soir. Akira expliqua qu'il avait simplement été impliqué dans un léger accident avec elle et qu'il n'avait jamais cru qu'elle parlait sérieusement lorsqu'elle l'avait déclaré comme son partenaire. Kalcrom s'adressa alors à Fidès et se déclara soulagé de l'avoir enfin trouvé un compagnon. Il avoua qu'il commençait à s'inquiéter à l'idée qu'elle ne se poserait jamais. Avec un sourire provocateur, il proposa qu'ils fassent un double rendez-vous afin de pouvoir s'observer mutuellement et déterminer lequel d'entre eux avait fait le meilleur choix. Il les conduisit jusqu'à son véhicule, dont la qualité exceptionnelle les laissa tous bouche bée. Kalcrom révéla qu'il l'avait acquis à Tokyo, ce qui éveilla aussitôt la curiosité d'Akira. Celui-ci lui demanda davantage d'informations, mais Kalcrom refusa d'en dire plus sans contrepartie. Toutefois, il lui glissa qu'il pourrait peut-être lui en parler, s'il se retrouvait ivre un jour. Le groupe monta à bord du véhicule et Kalcrom les conduisit jusqu'au quartier commerçant. Amoru s'éloigna aussitôt pour explorer les environs, mais Akira lui recommanda de ne pas trop s'éloigner. Kalcrom escorta Yugur jusqu'à un étal de bijoux, où elle examina les vitrines scintillantes. Il lui proposa de lui offrir le plus beau bijou orné de la plus précieuse des pierres, et elle accepta son geste avec un léger sourire. Kalcrom remarqua alors le regard jaloux d'Akira posé sur eux et lui lança un regard victorieux. Fidès s'approcha d'Akira par derrière et lui fit remarquer qu'il semblait ailleurs, comme s'il avait d'autres priorités. Akira ignora son commentaire tandis qu'elle déposait plusieurs paquets supplémentaires dans ses bras. Elle lui ordonna de la suivre, affirmant qu'ils avaient encore beaucoup de boutiques à visiter. Akira resta stupéfait. Était-ce vraiment ainsi qu'elle imaginait un rendez-vous romantique ? Il comprit alors pourquoi Fidès était restée célibataire aussi longtemps. Elle devait être devenue assez désespérée pour se contenter d'un homme comme lui. Amoru revint à ce moment-là et lui souffla qu'il n'aurait sans doute pas dû venir, puisqu'il n'était traité que comme un simple porteur. Akira répondit qu'il n'avait pas eu le choix. Kalcrom détenait des informations précieuses sur Tokyo. Il ajouta qu'il ne pouvait pas non plus laisser Yugur seul avec lui, car il ne lui faisait pas confiance. De plus, il avoua intérieurement qu'il se sentait frustré de ne pas pouvoir rapprocher Fidès et Kalcrom, car il avait bien compris que, malgré leurs provocations, c'était l'un pour l'autre qu'ils éprouvaient un réel intérêt. Fidès l'appela à nouveau et Akira se hâta de la rejoindre. Kalcrom, de son côté, remarqua que Yugur semblait distraite, le regard perdu vers Akira. Avec un sourire assuré, il lui promit que leur rendez-vous, elle le conduit dans une ruelle, à l'abri des regards, pour qu'ils puissent parler en secret. Yugur le réprimande d'avoir transformé leur rendez-vous en double rendez-vous, mais Kalcrom lui explique qu'il ne fait que suivre son plan destiné à rendre Akira jaloux. Cependant, il avoue qu'il n'avait jamais prévu que Fidès lui fasse une proposition. Yugur, les yeux assombris, lui fait remarquer que Fidès est désormais sa pire ennemie et qu'elle ne lui pardonnera jamais, même si elle est sa sœur. Kalcrom lui répond que ce ne sera pas nécessaire, car son plan semble fonctionner à merveille. Yugur admet qu'il a raison. Elle repense alors à la veille, à leur rencontre nocturne, lorsqu'elle lui avait tout confié, ses sentiments, ses doutes et son intention de prouver à Akira que son amour pour lui était sincère. Touché par son histoire, Kalcrom avait accepté de l'aider, affirmant comprendre sa situation. Pourtant, Yugur commence à se méfier. Elle remarque qu'il fait beaucoup d'efforts pour elle et en vient à soupçonner qu'il cache d'autres intentions. Kalcrom finit par lui révéler qu'il n'a aucun objectif caché. Il est simplement curieux de voir jusqu'où leur relation ira. Selon lui, une histoire d'amour entre un humain et un androïde n'a rien de réaliste. Il veut simplement observer si, dans leur cas, l'amour peut réellement tout vaincre. Pendant ce temps, Akira remarque Amaru en train d'admirer une boîte de peinture colorée. Il décide de les lui acheter, mais Fidès le réprimande pour ne rien lui avoir offert à elle. Yugur sort alors de la ruelle aux côtés de Kalcrom et appelle Akira.
mais celui-ci ne l'entend pas. Elle s'approche, hésitant à tout lui révéler, mais finit par se raviser. Akira ne comprend pas pourquoi elle agit de manière aussi distante, mais il choisit d'ignorer son attitude. Il a trouvé un nouvel endroit pour poursuivre leur double rendez-vous. Il ordonne à Kalcrom de les conduire à la bibliothèque, ce que ce dernier accepte. Ils arrivent à la bibliothèque et commencent à explorer les lieux. Kalcrom, amusé, admet qu'Akira est un homme cultivé, puisqu'il choisit de lire pendant un rendez-vous. Amaru, de son côté, se demande si la bibliothèque conserve encore les anciens dessins de ses parents. Elle remercie Akira de lui donner l'occasion de chercher, mais celui-ci précise qu'il est venu avant tout pour faire des recherches. Il prend quelques ouvrages de droit, espérant y trouver des informations utiles, mais Fides l'interrompt en lui expliquant que ces livres sont inutiles. Leur contenu est dicté par Holt. Après avoir fouillé la bibliothèque sans rien découvrir de pertinent, il décide de sortir. En descendant les marches, Amaru aperçoit au loin des marchands dans la ruelle. Un pressentiment lui souffle qu'il pourrait posséder les vieux contes de ses parents. Sans réfléchir, elle court pour aller vérifier, laissant les autres derrière elle. Le groupe tente de la suivre, mais elle se perd rapidement dans le dédale des ruelles. Ils commencent à la chercher, tandis que Fides, agacée, peste contre cet enfant têtu qu'elle doit poursuivre. Cependant, en tournant dans un coin, Fides réalise qu'elle s'est elle-même perdue. Un léger sourire lui échappe alors, la nostalgie la gagne. Ces ruelles lui rappellent son enfance, lorsqu'il jouait à cache-cache avec Kalcrom. Il se faisait toujours attraper parce que son frère faisait trop de bruit en se cachant. Elle se souvient lui avoir crié dessus, puis lui avoir promis « Quand je deviendrai la chef, Kalcrom l'appelle, la tirant brusquement de ses souvenirs. » Elle tente de dissimuler sa nostalgie, mais Kalcrom lui rappelle le temps où, enfant, il jouait à cache-cache dans la ruelle. Non loin de là, Akira cherche les autres, car il se retrouve maintenant seul. Il jette un œil derrière un mur et aperçoit Fides et Kalcrom en pleine conversation intime. Alors il décide de rester caché. Yugur et Amaru l'appellent depuis l'arrière, mais il leur fait signe de se taire pour ne pas interrompre ce moment fraternel. Fides se demande pourquoi Kalcrom se met soudain à évoquer le passé, et celui-ci répond qu'il est agréable, parfois, de se replonger dans les souvenirs. Fid lui rappelle qu'il devrait plutôt se concentrer sur l'avenir. Kalcrom devient alors plus direct. Il saisit un drap et l'enroule autour d'elle, lui rappelant qu'elle était imbattable au jeu de cache-cache. Fides ressent un frisson, mais elle s'efforce de dissimuler ses émotions. Elle s'éloigne en affirmant qu'elle ne se souvient de rien de tout cela. Akira observe Fides passer devant lui, le cœur serré. Il se dit que leur lien de sang les empêche de connaître le véritable amour. Il se tourne vers Yugur, désormais convaincu que Kalcrom est réellement amoureux de Fides. Il la réprimande pour avoir porté le collier offert par Kalcrom, mais Yugur se moque de lui, le traitant de jaloux. Akira explique qu'il ne dit cela qu'à cause de ce qu'il vient d'observer entre le frère et la sœur, mais Yugur ne comprend pas. Il cherche ses mots, incapable d'exprimer ce qu'il ressent vraiment. Yugur lui rappelle qu'elle est sortie avec Kalcrom uniquement pour comprendre ce qu'est le véritable amour, puis elle exige de savoir pourquoi lui a accepté un rendez-vous avec Fides. Amaru rejoint Yugur, et toutes deux pressent Akira de questions. Akira se défend. Il affirme être fidèle à Tawasa, sa fiancée, et n'avoir aucun autre intérêt. Il demande alors où va la loyauté de Yugur. Celle-ci répond qu'elle pourrait très bien se contenter de Kalcrom si tout se déroule comme prévu, une révélation qui choque tout le monde. Le trajet du retour se déroule dans un silence pesant. Kalcrom et Fides échangent des regards discrets jusqu'à ce qu'un pneu crève. Tout le monde descend et Akira se charge de le remplacer. Kalcrom, impressionné, lui dit qu'il ne savait pas qu'il pouvait faire cela seul. Akira lui répond que son père adoptif lui a tout appris. Kalcrom confie alors que, lui, la seule chose qu'on lui a enseignée, c'est de consacrer sa vie entière à sa famille. C'est pour cela qu'Elsie est si importante pour eux. Akira se demande alors si les sentiments de Kalcrom pour Yugur sont sincères. Kalcrom admet qu'elle le fascine, mais il veut savoir pourquoi Akira pose cette question. Akira explique que, puisqu'ils voyagent ensemble, il cherche simplement à comprendre. Il ose ensuite lui demander ce qu'il ressent vraiment pour Fides, mais Kalcrom renvoie la question. Akira refuse d'y répondre, affirmant que ses sentiments n'ont pas d'importance. Kalcrom déclare qu'il donnera sa bénédiction à l'union de celui que Fides choisira comme partenaire, mais il jure de tuer quiconque oserait lui briser le cœur.
Akira l'accuse alors d'être épris de Fides, mais Kalchrome évite habilement l'accusation et lui suggère plutôt d'ouvrir un garage, vu son talent pour changer les pneus. Pendant ce temps, Yugur exprime sa frustration. Trouver le véritable amour lui semble terriblement difficile. Fides, intrigué, lui demande de quoi elle parle. Amoru lui explique alors que Yugur n'a pas eu de chance dans sa quête de l'amour véritable. Fides réplique que le véritable amour n'est qu'une illusion inventée pour que les gens se sentent désirés. Leur conversation est interrompue lorsqu'un conteneur se détache et menace d'écraser un ouvrier. Yugur se précipite pour le sauver, mais un agent secret l'aperçoit et la reconnaît aussitôt comme une fugitive. Fides remarque la rapidité de son mouvement et comprend que Yugur est en réalité une androïde. Elle se demande alors à quel jeu joue Kalchrome, puisqu'il ne peut pas prendre une androïde pour compagne, les androïdes étant incapables d'avoir des enfants. Kalchrome et Akira accourent pour vérifier si tout va bien, mais Fides leur indique simplement la source du vacarme avant de s'éloigner. Akira conseille à Kalchrome d'aller la rejoindre, mais ce dernier répond que c'est désormais son rôle à lui, puisque Fides l'a choisi comme partenaire. En fuyant, Fides se remémore alors le reste de ses souvenirs d'enfance. Après avoir promis de devenir la chef de famille et de protéger Kalchrome, celui-ci lui avait avoué qu'il l'avait entendu pleurer auprès de leur aîné, disant qu'elle ne voulait pas de ce rôle. Elle l'avait grondé pour l'avoir espionné, mais Kalchrome lui avait expliqué qu'il voulait devenir le chef à sa place, pour changer leur famille et l'empêcher de pleurer à nouveau. Akira retrouve Fides et la surprend en pleine réflexion. Elle lui confie que Kalchrome ferait un bien meilleur chef qu'elle, car il possède un cœur assez grand pour accueillir tous ceux qu'il rencontre. Elle révèle aussi qu'il s'occupe en secret de leurs autres frères et sœurs, ceux qui ont été reniés parce que Kalchrome déclare qu'il donnera sa bénédiction à l'union de celui que Fides choisira comme partenaire, mais il jure de tuer quiconque oserait lui briser le cœur. Akira l'accuse alors d'être épris de Fides, mais Kalchrome évite habilement l'accusation et lui suggère plutôt d'ouvrir un garage, vu son talent pour changer les pneus. Pendant ce temps, Yugur exprime sa frustration. Trouver le véritable amour lui semble terriblement difficile. Fides, intrigué, lui demande de quoi elle parle. Amoru lui explique alors que Yugur n'a pas eu de chance dans sa quête de l'amour véritable. Fides réplique que le véritable amour n'est qu'une illusion inventée pour que les gens se sentent désirés. Leur conversation est interrompue lorsqu'un conteneur se détache et menace d'écraser un ouvrier. Yugur se précipite pour le sauver, mais un agent secret l'aperçoit et la reconnaît aussitôt comme une fugitive. Fides remarque la rapidité de son mouvement et comprend que Yugur est en réalité une androïde. Elle se demande alors à quel jeu joue Kalchrome, puisqu'il ne peut pas prendre une androïde pour compagne, les androïdes étant incapables d'avoir des enfants. Kalchrome et Akira accourent pour vérifier si tout va bien, mais Fides leur indique simplement la source du vacarme avant de s'éloigner. Akira conseille à Kalchrome d'aller la rejoindre, mais ce dernier répond que c'est désormais son rôle à lui, puisque Fides l'a choisi comme partenaire. En fuyant, Fides se remémore alors le reste de ses souvenirs d'enfance. Après avoir promis de devenir la chef de famille et de protéger Kalchrome, celui-ci lui avait avoué qu'il l'avait entendu pleurer auprès de leur aîné, disant qu'elle ne voulait pas de ce rôle. Elle l'avait grondé pour l'avoir espionné, mais Kalchrome lui avait expliqué qu'il voulait devenir le chef à sa place, pour changer leur famille et l'empêcher de pleurer à nouveau. Akira retrouve Fides et la surprend en pleine réflexion. Elle lui confie que Kalchrome ferait un bien meilleur chef qu'elle, car il possède un cœur assez grand pour accueillir tous ceux qu'il rencontre. Elle révèle aussi qu'il s'occupe en secret de leurs autres frères et sœurs, ceux qui ont été reniés parce qu'ils étaient jugés indignes. Kalchrome réagit immédiatement, tirant une balle en plein front du tireur d'élite. Le garçon, grièvement touché, sent sa blessure saigner abondamment. Sa vision devient de plus en plus floue, la douleur insupportable, mais tout ce qui l'inquiète, c'est de savoir si Yugur a été blessé. Pendant qu'elle soigne son compagnon, l'androïde analyse un à un les ennemis présents dans la pièce, puis demande à Amoru de s'occuper d'Akira, afin qu'elle puisse gérer la situation. Avec difficulté, Akira la supplie de ne pas tuer Lontano. Cette requête intrigue Yugur, puisque cet homme tente justement de le tuer. Quoi qu'il en soit, le robot ordonne à Kalchrome de se reculer, car les choses vont devenir sérieuses.
L'homme la prévient que son père est monté à l'étage supérieur, tenant des couteaux sous la gorge de plusieurs otages. Yugur déploie alors plusieurs sphères mécaniques dans les airs. Celles-ci s'ouvrent comme des insectes ailés et tirent des lasers qui anéantissent la plupart des gangsters. Une fusillade éclate et Lontano attaque directement Yugur avec une épée, affirmant qu'elle doit lui obéir. L'androïde lui demande pourquoi elle obéirait à quelqu'un qui a blessé une personne à laquelle elle tient. De plus, Kalcrom et Fides seraient profondément déçus si elle se rendait aussi facilement. Sur ces mots, Yugur saisit la lame ennemie à main nue, la brise en deux, puis enchaîne 2 coups de pied puissants qui projettent le mafieux à travers la pièce. Elle laisse ensuite aux enfants de l'homme le soin de décider du sort de leur père, avant de se précipiter pour s'occuper d'Akira. Kalcrom rappelle à sa sœur qu'ils doivent prouver, par leurs actes, qu'ils sont dignes de devenir les successeurs de la famille, ce qu'il compte bien démontrer en rechargeant son revolver. La scène suivante nous transporte sur une montagne, où Toasa Omaji travaille dans son atelier sur un alliage de titane doré. Ikikishima, l'assistante robotique de la scientifique, lui signale qu'elle travaille sans interruption depuis 27 heures et qu'elle devrait se reposer. Mais Toa insiste. Elle est presque au bout de son œuvre. Elle demande alors à Ikikishima si elle pense que les machines peuvent éprouver des sentiments pour un humain. Le robot répond qu'elle aime sa propriétaire, mais ce n'est pas ce que Toa veut dire. Elle parle de quelque chose de plus profond. Pensant que la conversation porte sur l'amour et les émotions véritables, Ikikishima admet qu'elle ne possède pas de sentiments. Toa lui confie qu'elle espère qu'un jour, elle comprendra vraiment, puis écrit sur le mur la mention « Nouveaux matériaux ». Ensuite, nous retrouvons Akira, qui se réveille dans son lit et remarque que Yugur le dérange d'une manière assez étrange. En réalité, l'androïde est en train d'attacher un porte-bonheur autour de sa cheville pour accélérer sa guérison, un charme identique au sien, provenant d'un ancien modèle d'androïde conçu par père. Akira porte la main à sa poitrine et remarque la cicatrice. Mais la douleur a complètement disparu. Il demande depuis combien de temps il dort, et à ce moment-là, Amoru surgit dans la chambre et le serre dans ses bras en voyant qu'il est enfin réveillé. Elle lui explique qu'il est resté inconscient pendant 1 semaine entière, jusqu'à ce que Fid et Kalcrom arrivent pour prendre de ses nouvelles. Akira répond qu'il se sent étonnamment bien, et Amoru lui murmure à l'oreille que c'est parce que Yugur s'est très bien occupé de lui. Le garçon remercie l'androïde, qui rougit aussitôt. Kalcrom lui tend un fruit et s'excuse de l'avoir entraîné dans les affaires de la famille Lontano. À propos de cela, Akira veut savoir ce qui s'est passé après son évanouissement. Les 2 frères et sœurs lui expliquent que leur père a été forcé de prendre sa retraite après avoir subi une humiliation publique et qu'il n'a plus causé de problème depuis. Après en avoir discuté, ils ont décidé que Fidesz deviendrait le nouveau chef de la famille, tandis que Kalcrom assurerait son soutien. Grâce à cela, ils espèrent transformer la famille Lontano pour de bon. Plus tard, réunis dans le manoir familial, Amoru se plaint de ne toujours pas avoir retrouvé les livres de ses parents, et Yugur lui rappelle qu'elle se trouve dans le bureau d'un parrain de la mafia, pas dans une bibliothèque. Kalcrom mentionne avoir entendu dire qu'Akira comptait se rendre à Sendai, ce que le garçon confirme. Lui et Fidesz lui conseillent alors de faire une halte dans une station thermale, appelée Newtor, située sur le chemin. Akira dit vouloir atteindre Tokyo le plus vite possible, mais ses compagnons le regardent d'un air entendu. Ils ont clairement envie de faire une pause dans une source chaude, ce qui ravit les filles. Avant leur départ, Kalcrom remercie Yugur, affirmant que lui et sa sœur sont désormais des personnes différentes grâce à elle. Il lui demande si elle a trouvé son véritable amour. Lorsqu'elle répond qu'elle ne le sait pas encore, il lui dit qu'elle a tout le temps du monde et que les choses les plus importantes se révèlent toujours d'elles-mêmes dans nos vies. Le lendemain, dans la voiture du groupe, Akira s'exclame en voyant Amoru au volant. « Mais qu'est-ce que tu fais encore là ?» Avec entrain, l'homme lui répond que sa dernière expédition commerciale n'a pas été très fructueuse et que, de nos jours, le meilleur moyen de gagner sa vie, c'est de devenir chauffeur privé. Il ajoute qu'il peut sentir l'ALC dans l'air, ce qui attire aussitôt la sympathie d'Amoru. Mais Yugur le contredit sèchement, disant qu'elle ne fait plus d'ALC et qu'elle va se marier à la place. Face à cette dispute, le chauffeur éclate de rire, affirmant que cette conversation fera sûrement parler d'elle plus tard. Un peu plus tard, le groupe s'arrête à un arrêt de bus où se trouve une carte de Newtor affichée à côté. En guise de remerciement pour ses services, Amoru offre à Aburo un dessin de son visage qu'elle a fait elle-même.
et l'homme fait remarquer que la jeune fille deviendra un jour une grande conteuse. Après le départ du cocher, Akira se demande comment cet homme pouvait savoir cela à propos d'Amoru. Lorsqu'ils arrivent enfin à New Tour, les filles sont ravies, émerveillées par la beauté naturelle des lieux. Même l'odeur de soufre excite Akira, curieux de découvrir ce qui les attend. Non loin de là, deux femmes se disputent pendant qu'un homme tente de les calmer. Mais comme il parle trop et dit des choses maladroites, comme le fait que deux si belles dames ne devraient pas se battre, il finit par énerver les deux femmes. Akira s'approche du trio, sans trop savoir pourquoi, et reçoit un coup de poing en plein visage lorsque la véritable cible esquive. À cause de cela, la femme qui l'a frappé lui apporte de la glace et s'excuse 1000 fois de l'avoir touché en plein visage. Akira demande si l'homme du groupe est le séducteur qui brise le cœur des jeunes filles, mais celui-ci explique que non. En vérité, il n'est qu'un invité, quelqu'un qui n'a pas pu fermer les yeux devant une petite dispute entre dames. La femme reconnaît que ce gentilhomme ne faisait qu'essayer de calmer la situation et il se présente alors sous le nom de Yokureita. Quant à elle, elle s'appelle Ajisai, la propriétaire du Kiji no Yu. Akira lui demande comment la dispute a commencé et Ajisai explique que Hanyama est sa partenaire Aelsi, ainsi qu'une ancienne commissaire toujours débordée. Elles avaient décidé de vivre ensemble et Hanyama avait promis de quitter son ancien travail pour aider Ajisai à gérer l'auberge. Mais elle n'a pas tenu sa promesse et a continué à travailler là-bas. Résultat, elle est toujours occupée, ne rentre presque jamais et a même oublié l'anniversaire d'Ajisai plus d'une fois. Changeant de sujet pour s'excuser auprès du garçon qu'elle a frappé, Ajisai lui offre une chambre gratuite. Amoru, surgissant à ce moment, commente en riant que le coup reçu en valait la peine. La propriétaire les conduit alors à la chambre Azalée, dont la vue magnifique fait briller les yeux d'Amoru. Selon l'hôtesse, cette chambre est la grande fierté du Kiji no Yu. En plus du célèbre bain mixte de l'auberge, ce qui fait rougir Akira et Yugur de honte, tandis qu'Amoru se frotte les mains à l'idée de se baigner avec eux deux. D'ailleurs, la propriétaire affirme que ces bains ont un effet semblable à celui de Cupidon. Et beaucoup de visiteurs qui entrent ensemble dans la source chaude finissent par devenir des couples. Selon Yugur, il semblerait que cette source thermale accorde la bénédiction du destin. À ce sujet, Ajisai demande si les trois voyagent ensemble dans l'ALC, mais Akira répond que non, et qu'il ne prévoit pas de le faire. Amoru soutient qu'il devrait, tandis que Yugur insiste pour qu'il se marie, agissant comme une enfant obstinée. L'homme s'assoit par terre, les bras croisés, et déclare qu'il n'en est pas question, ni mariage, ni ALC, et encore moins un bain partagé. Amoru abandonne donc l'idée et invite Yugur à venir profiter de l'eau avec elle. Pendant le bain, la petite fille commente qu'Akira peut parfois être insupportable. Yugur est d'accord, mais elle semble triste. Alors son amie s'approche pour comprendre ce qui ne va pas. Yugur avoue que ces derniers temps, chaque fois qu'elle regarde ce garçon, elle ressent une étrange oppression dans sa poitrine. Dans le sauna, après le bain, Amoru se demande si l'androïde ne serait pas amoureuse, puisqu'elle a lu dans un livre qu'il est courant que le cœur s'emballe lorsqu'on pense à quelqu'un de spécial. Cependant, elle remarque que Yugur ne dit jamais qu'elle aime Akira. Le robot répond qu'elle le dit souvent, mais elle sait que ce n'est pas vrai. De son côté, la petite fille déclare qu'elle aime Akira et Yugur très fort, tellement qu'elle aimerait former un ALC avec eux deux et rester ensemble pour toujours. Plus tard, Akira découvre une carte du Tohoku accrochée au mur. Cela fait un moment qu'il s'est réveillé dans le futur, mais il a encore bien plus de questions que de réponses. Yugur arrive et lui demande si quelque chose le tracasse, mais il n'est pas d'humeur à en parler. Cette affaire est confidentielle. Yugur grommelle qu'elle ne dit pas cela de son plein gré, mais finit par répéter la même phrase lorsque l'humain lui demande ce qui est arrivé à ce monde. Il lui demande pourquoi elle a été créée, et l'androïde donne encore la même réponse. Puis, lorsque le garçon mentionne Tawasa Amagi, Yokureita entend ce nom. Après avoir renvoyé les deux femmes avec lesquelles il flirtait, l'homme explique qu'il travaillait autrefois pour Oul, il y a longtemps, et que c'est là qu'il a entendu parler du professeur Amagi. Akira et Yugur le regardent avec méfiance, mais il leur assure qu'il n'a plus aucun lien avec Oul, et qu'il n'est désormais qu'un simple universitaire. De plus, parlant à voix basse, il leur assure qu'il n'a jamais été du genre à livrer des androïdes à l'organisation.
Akira comprend alors que l'homme sait déjà pour Yugur, mais décide tout de même de lui demander ce qu'il sait sur Tawasa Omaji. Yokureita avoue qu'il n'en sait pas grand-chose. Mais avant de continuer, il demande si cela ne dérange pas Yugure qu'il révèle des informations confidentielles. Elle répond que tant qu'Akira obtient ces informations par ses propres moyens, elle n'interviendra pas. Dans ce cas, dit-il, il leur promet de tout leur raconter, à condition qu'ils arrêtent d'être aussi formels entre eux. Une fois cela accepté, il leur montre une carte et révèle qu'une guerre entre l'humanité et l'intelligence artificielle a éclaté en 2052, provoquant la mort de milliards de personnes. Aujourd'hui encore, il est facile de voir à quel point la carte du monde a changé à cause de ce conflit. Le professeur Omaji fut la sauveuse qui mit fin à cette dévastation. Cependant, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé, car, en plus des restrictions imposées sur les technologies de traitement numérique, Houle limita également l'accès au savoir historique, une tentative désespérée d'empêcher ce sombre passé de se reproduire. De nos jours, les gens ignorent totalement que ce monde a été bâti sur d'innombrables sacrifices. Akira demande comment elle a mis fin à la guerre et Yokureita explique que ce fut grâce à la mise en place de la série externe, un programme d'androïdes armé créé par Omaji. À ce moment-là, les femmes avec lesquelles Yokureita flirtait l'appellent pour qu'il revienne. Mais avant de partir, Akira lui demande ce qu'il est advenu de Tawasa par la suite. L'homme répond que personne ne sait ce qu'elle est devenue après la guerre. Omaji a fondé Houle aux côtés des 6 sages, puis elle a disparu sans laisser de traces. Akira garde néanmoins l'espoir qu'elle soit toujours en vie. Mais Yokureita lui rappelle que la guerre a eu lieu il y a 200 ans et qu'il ne semble pas raisonnable de croire qu'Omaji puisse encore être vivante. Après cette conversation, Akira devient songeur, repensant à toutes ces révélations impressionnantes sur la guerre contre les intelligences artificielles et la fondation d'Houle par les mains d'Omaji. Malgré tout, cela ne l'empêche pas de se détendre enfin un peu dans les sources chaudes de l'auberge. Dès qu'il se rend compte qu'il est seul, le chanceux commence à nager librement, savourant ce rare moment de paix. Cependant, juste au moment où il commence à s'amuser, il heurte Yugur, nue dans l'eau, complètement mortifiée. Elle se met aussitôt à lui lancer des seaux en bois, furieuse. Pendant ce temps, Amoru dessine tranquillement dans le magnifique jardin de l'auberge, jusqu'à ce qu'un œil du baiser. Peu après, Hanayama arrive et commente que ce jardin est l'une des plus grandes fiertés de l'auberge, ce qui pousse Ajisai à la taquiner sans relâche, au point qu'Amoru souhaiterait pouvoir disparaître de gêne. Dans le bain, après que Yugur a envoyé des signaux contradictoires, ne sachant pas si Akira devait s'éloigner ou se rapprocher, ils se retrouvent dos à dos, si proches qu'ils se frôlent parfois. Le plan était que tous deux quittent l'eau sans se regarder. Mais Yugur rompt finalement le silence pour faire remarquer à quel point le ciel est magnifique cette nuit-là. Pendant ce temps, Amoru, excédé par les disputes incessantes du duo, finit par exploser et s'enfuit en criant que leur Alessi est un cauchemar. Se tournant vers le garçon tout en lui massant le dos, Yugur lui demande pourquoi il s'était jeté devant les balles lors de l'attaque au restaurant. Comme elle aurait pu s'en sortir seule, il répond qu'il le savait, du moins sur le plan rationnel. Mais avant qu'il ne puisse poursuivre, Amoru revient furieuse de les voir ensemble sans elle. Sans réfléchir, elle saute dans l'eau en criant qu'elle fait partie du groupe, ce qui fait éclater de rire ses 2 amis. Quand Akira sort enfin du bain, Ajisai lui murmure à l'oreille qu'il a l'air d'avoir bien profité, ce qui est parfait puisque le but de l'auberge est justement de faire ressentir l'amour qui flotte dans l'air. Akira trouve que « amour » est un mot un peu fort. Alors Yokureita fronce les sourcils et lui demande comment il ose se baigner avec quelqu'un pour qui il n'a pas de sentiments. Le garçon explique que c'était un accident, mais les 2 adultes continuent de le taquiner, doutant de sa sincérité. Lorsque Yugur et Amoru reviennent, la jeune artiste demande quel serait le meilleur endroit pour faire un croquis. Yokureita lui indique sur la carte le cratère du 3e impact, un immense gouffre formé pendant la guerre, qui offre aujourd'hui une vue splendide malgré son histoire tragique. Enthousiasmé par l'idée de visiter ce lieu, Amoru accepte immédiatement, et Hanayama lui promet de l'y emmener, puisqu'il est facile de s'y perdre, et que c'est justement sur le chemin de son travail. Dans ce cas, Yokureita confesse qu'il aimerait se joindre au groupe. Au milieu de tout cela, Akira demande à Yugur s'il peut faire quelque chose pour la remercier de s'être occupée de lui pendant sa convalescence.
terriblement nerveuse, l'androïde, qui n'avait jamais envisagé une telle chose, réfléchit un instant. Puis, rassemblant tout son courage, elle l'invite Le lendemain matin, alors que Yugur et Amorou dorment encore profondément, Akira se rend aux sources chaudes. Mais à sa grande surprise, il tombe sur Yokurata et Hanayama déjà installés ensemble dans l'eau. Le garçon reste figé, complètement pris de court, sans comprendre ce qu'ils font là. Voyant son expression, Yokurata éclate de rire et lui explique que la source est mixte, ouverte à tout le monde, homme comme femme. Avec un sourire taquin, Hanayama lui conseille de se dépêcher d'entrer avant d'attraper froid, surtout en ce jour si particulier, celui de son rendez-vous avec Yugur rougissant jusqu'aux oreilles. Akira proteste que ce n'est pas vraiment un rendez-vous, même s'il a accepté l'invitation de l'androïde. Un peu plus tard, à l'heure du déjeuner, après avoir englouti son repas comme à son habitude, Yugur s'excuse soudainement et quitte la table sans rien dire. Akira la regarde partir, déconcertée. Elle qui réclame toujours une deuxième portion. À côté de lui, Amorou feint l'indifférence, bien qu'elle sache exactement ce qui se trame. En effet, un peu plus tôt, Yugur l'avait réveillée dans leur chambre pour lui demander quelques conseils essentiels avant sa sortie avec Akira. Lorsque le moment du départ arrive, chaque groupe se prépare à partir dans une direction différente. Akira demande à Yokurata de veiller sur Amorou, ce qui pousse l'homme à sourire en remarquant combien le garçon tient à elle. C'est alors que Hanayama arrive, tout sourire, et lance joyeusement que le bain qu'elle a pris avec Akira ce matin était merveilleux. Choquée, Amorou devient écarlate de colère, promettant de remettre les pendules à l'heure dès qu'ils seront de retour du voyage. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Ajisai s'approche calmement d'Akira pour lui demander s'il s'est bien amusé. Plutôt, le garçon devient aussitôt tout rouge, cherchant désespérément à se justifier. Après tout, il s'agit de sa femme. Mais Ajisai semble étrangement sereine. C'est à ce moment-là que Yugur apparaît, vêtu d'une tenue élégante, préparée pour leur tant attendu rendez-vous. Sa beauté coupe littéralement le souffle d'Akira, qui reste muet, incapable de prononcer le moindre mot. Gênée, la jeune femme lui demande d'une voix timide comment elle est habillée. Mais comme Akira reste pétrifié, Ajisai lui écrase le pied pour le ramener à la réalité et lui murmure « Ne gâche pas tout maintenant, tout est en train de se dérouler parfaitement. » Pendant ce temps, l'autre groupe prend la direction du belvédère, afin d'admirer le cratère de la grande explosion, réputé pour offrir une vue spectaculaire. Malgré son nom effrayant, Hanayama assure que c'est un endroit magnifique, son préféré pourtant. Elle avoue avec tristesse avoir découvert que la région contient de précieux minerais exploitables. Yokurata, fronçant les sourcils, suppose alors que cela doit avoir un lien avec le projet de développement d'Oul et se demande s'il compte transformer les sources chaudes en sites miniers. Amorou en reste bouleversée rien qu'à y penser. Mais Hanayama lui répond calmement qu'elle ne laissera jamais une telle chose se produire. L'homme lui demande comment elle peut affirmer cela, puisqu'elle est elle-même la superviseure du projet Owl. Elle réplique qu'elle garde trop de souvenirs précieux de cet endroit et que, surtout, la source chaude représente tout pour Ajasi. C'est pourquoi elle ne peut pas parler du projet minier à son épouse. Si jamais il voyait le jour, Hanayama risquerait de ne plus jamais être pardonnée par la personne qu'elle aime le plus. Pendant ce temps, Akira et Yugur marchent côte à côte, visiblement mal à l'aise et incertains de la manière d'agir. La jeune fille remarque que le temps est agréable et Akira acquiesce avec gêne. Il lui demande s'il marche trop vite, mais elle répond que non. Puis, Yugur lui demande s'il s'est préparé pour ce moment. Il avoue un peu, précisant qu'il voulait simplement que leur sortie soit amusante. En apercevant un petit stand de brochettes, Akira a soudain une idée pour rendre leur rendez-vous plus vivant. Selon lui, le secret d'une rencontre réussie est de bien nourrir sa partenaire. Il revient donc avec une brochette de viande enrobée d'oignons frits. Le ventre de Yugur gargouille, mais elle fait mine de refuser. Craignant que son visage ne gonfle après avoir trop mangé, Akira lui rappelle qu'elle est un robot. Elle proteste, disant que c'est plutôt dans sa tête. Finalement, après un peu d'insistance, elle cède. À la première bouchée, ses yeux brillent de plaisir, complètement conquise. Un peu plus tard, elle aperçoit des fleurs au bord du chemin et se souvient qu'Akira en avait offertes à Fides. Elle laisse alors subtilement entendre qu'elle aimerait, elle aussi,
En recevoir, Akira lui demande si elle préfère les fleurs ou les dangos. Elle est sur le point de répondre dango sans hésiter, mais se rappelant qu'elle doit se comporter comme une dame, elle change vite d'avis et répond qu'elle préfère les fleurs. Son estomac, qui gronde à nouveau, la trahit aussitôt. Les deux s'arrêtent ensuite au bain de pied d'Ijaku, tout en dégustant une glace en forme de fleur. Plus haut, sur la plateforme d'observation, Amorou, occupé à dessiner le cratère, écoute Hanayama lui dire que l'endroit est célèbre pour être un lieu de rendez-vous romantique. Cette remarque fait sourire Amorou, qui se souvient que Yugur l'avait réveillé très tôt ce matin pour lui demander conseil sur son premier rendez-vous avec Akira. En apprenant que ces deux-là sortaient ensemble, Amorou avait tout tenté pour les accompagner. Mais Yugure, rassemblant tout son courage, lui avait demandé de les laisser seuls. Après beaucoup d'hésitation et une belle crise de jalousie, Amorou finit par céder et accepte, non sans amertume, de laisser passer cette fois. Mais en y repensant maintenant, elle ressent une petite tristesse au fond du cœur, car elle aurait voulu, elle aussi, être aux côtés d'Akira. Pendant ce temps, le garçon continue sa promenade avec l'androïde la plus amoureuse du Japon, Yugur, qui trébuche soudain sur quelque chose et manque de tomber. Heureusement, Akira la rattrape juste à temps, une scène pour le moins romantique. Dans sa chute, la lanière de sa sandale se casse et Akira, avec une galanterie naturelle, se penche pour la réparer. Yugur, ravi, lui adresse un immense sourire qui illumine son visage. Son bonheur est si contagieux qu'Akira ne peut s'empêcher d'admirer sa beauté. Et pour la première fois, il trouve le courage de lui dire franchement à quel point elle est belle. De l'autre côté du cratère, Amorou, rongée par la jalousie, se plaint ouvertement de ce qu'elle ressent. Yokureta lui conseille d'être sincère et de dire ce qu'elle a vraiment sur le cœur. Après quelques secondes d'hésitation, Amorou finit par avouer qu'elle aime à la fois Yugur et Akira, et qu'elle est assez égoïste pour les vouloir tous les deux. Elle a peur qu'ils finissent ensemble et qu'il ne reste plus rien pour la pauvre petite, elle Yokureta, lui suggère alors de leur en parler directement. Amorou craint que cela ne rende la situation gênante, mais Yokureta lui rappelle que l'amour est toujours compliqué, et ces mots semblent la toucher profondément. Elle finit par promettre qu'elle sera honnête avec ceux qu'elle aime. À ce moment-là, Yokureta demande à Hanayama comment vont les choses avec Ajisai, et si elle n'a pas peur que son épouse cesse de l'aimer, Hanayama sourit et répond que cela n'arrivera jamais, car Ajisai est une femme au cœur tendre. Un bond dans le temps nous ramène en 2045. Ikishima remarque que Toa s'occupe de Dabu comme s'il était son propre fils, presque pour prouver l'amour qu'elle porte à Akira. Sur ce sujet, Toa lui demande si, selon lui, une intelligence artificielle peut réellement aimer un être humain. Le robot lui répond posément que non, car les IA n'ont ni corps ni sentiments, seulement des yeux pour observer. À ce propos, le scientifique n'est pas du tout d'accord, car selon lui, si toute votre existence est dédiée à quelqu'un, cela signifie que vous voulez être quelqu'un de précieux pour cette personne. Ikishima demande alors s'il est précieux aux yeux de Toa, et elle répond oui, même si tous deux ne peuvent se marier. Dans tous les cas, il est important que l'IA retienne ceci. Les sentiments ne dépendent pas de la chair. Ils grandissent et se transforment en affection pour quelqu'un. Puis ces sentiments deviennent la force motrice de l'évolution. Revenons au grand cratère de l'explosion. Yugur arrive dans ce lieu magique, en ayant toujours à l'esprit les paroles de Toa, sachant que cet endroit fut le théâtre d'une bataille intense. Akira, sur le ton de la plaisanterie, demande si c'est elle qui a tout fait exploser. Yugur répond précipitamment que c'était Yoyami. Akira se souvient que Yoyami est l'une des deux androïdes rencontrées au centre de recherche de Hakudate, et Yugur confirme non seulement cela, mais précise que Yoyami et Hakubo sont ses sœurs, et que toutes sont des armes de combat, appelées séries externes, créées pour mettre fin à la guerre. Elle demande alors ce que le jeune homme pense d'elle, maintenant qu'il connaît la vérité. Akira hésite, car après avoir dormi si longtemps et s'être réveillé dans un environnement si différent, le lieu où il se trouve lui semble plus fictionnel que réel. Quant à Yugur, peu importe combien elle affirme pouvoir causer autant de destruction que ce cratère, il ne ressent aucune peur, puisqu'elle l'a toujours aidé du mieux qu'elle pouvait et qu'il la connaît assez pour dire qu'elle ne ferait aucun mal. Yugur commente que le garçon agit bizarrement et il lui renvoie la remarque
puisque c'est elle qui a commencé à parler d'être une arme de guerre en plein rendez-vous. À ce moment-là, Yugur attrape Akira sur le fait, admettant que c'est bien un rendez-vous, et plaisante en disant qu'il devrait simplement se marier pour en finir. Avant de quitter le cratère, la jeune femme demande à ce qu'ils prennent une photo pour immortaliser ce moment. Puis, elle passe à l'offensive et précise que si Akira a l'intention de l'embrasser, c'est le moment où jamais, prise de court et embarrassée, le garçon se fige et la fille monte encore les enchères en avouant qu'elle l'aime. La réaction d'Akira à cette confession est exactement ce qui est capturé sur leur photo ensemble. Lorsqu'ils rentrent enfin à l'auberge, Agisai demande jusqu'où ils sont allés. Akira répond qu'ils ont visité le grand cratère de l'explosion, mais ce n'est évidemment pas ce que voulait dire l'aubergiste. Au même moment, le reste du groupe arrive et Hanayama décide de tout avouer à propos du projet d'excavation d'Oul aux sources chaudes, reconnaissant que l'auberge pourrait disparaître à cause de cela. Mais la véritable raison pour laquelle Hanayama reste au sein d'Oul est précisément d'empêcher ce projet d'avancer. Et même si l'organisation finit par la considérer comme une traîtresse et la pourchasse, elle s'en moque complètement, car la seule chose qui compte pour elle, c'est Agisai. Malheureusement, Hanayama n'avait jamais eu le courage de lui dire tout cela plus tôt, par peur de la rendre triste. Après avoir tout entendu, Agisai demande si elle peut frapper sa bien-aimée au visage, et Hanayama accepte sans broncher. Cependant, Agisai change d'avis, l'embrasse tendrement et lui dit simplement qu'elle est là pour porter ce fardeau à ses côtés, par amour. Le soir venu, Amorou confie à Yugur qu'elle a vu le couple au cratère plus tôt dans la journée et que ce n'était pas cool du tout, honnêtement. Amorou aurait préféré être avec eux plutôt que d'être laissé de côté, à affronter ses propres sentiments seul. Yugur avoue que sortir seul avec Akira a été une expérience formidable, au point que, grâce à cette journée, elle sent qu'ils sont un pas plus près du mariage. Amorou n'en revient pas et jure qu'elle ne laissera jamais cela arriver. Les deux jeunes femmes se lancent alors un véritable défi amoureux, déterminées à voir laquelle finira par conquérir le grand Shad, Akira Aimgami. Le lendemain matin, le groupe de visiteurs fait ses adieux aux aubergistes. Amorou se réjouit que le couple se soit réconcilié. Mais connaissant Agisai, Akira ne doute pas qu'elle trouvera bientôt une nouvelle raison de se chamailler avec Hanayama Yugur et, quant à elle, pense qu'ils iront bien tant qu'ils croiront en la magie des sources chaudes. Soudain, le trio croise un homme au milieu de nulle part. Curieusement, celui-ci explique qu'il est à la recherche de quelque chose qu'il sent ne pouvoir trouver. En plus de cela, il connaît Sendai comme sa poche et propose de devenir leur guide. Ainsi, l'homme rejoint le groupe et tous prennent le bus en direction de Sendai. Pendant le trajet, Yokurata manifeste un intérêt particulier pour la montre technologique d'Akira. Poussé par la curiosité, il finit par lui demander la permission de l'examiner, espérant y trouver des indices sur la manière dont le garçon a atterri ici. Après plusieurs heures d'analyse, il lui rend l'objet en disant qu'il n'a encore rien découvert, bien qu'au fond de lui, il sache avoir aperçu quelque chose de magnifique à l'intérieur de cet appareil. Arrivé à un point de vue panoramique sur la ville, le groupe reste émerveillé par l'immensité de Sendai. Yokurata leur explique que cet endroit regorge d'institutions destinées à la formation des élites appelées à travailler plus tard à Tokyo. C'est pour cela qu'on surnomme Sendai la cité des savants, le lieu où toutes les formes de savoir se rejoignent. Yugur demande à Akira comment il compte trouver ce qu'il cherche, sachant qu'Oul restreint fortement l'accès à la connaissance pour la population. Mais Yokurata est convaincu que le grand répertoire du savoir de Sendai, une bibliothèque réputée et encore bien remplie, pourra leur donner des réponses. Cependant, une fois sur place, Akira ressent une certaine frustration de ne pas trouver ce qu'il espérait. Quant à Yokurata, il connaît bien la bibliothécaire, une certaine Seisato, réputée pour son sens de l'ordre. Il conduit donc Akira jusqu'à elle et demande où se trouvent les livres sur l'intelligence artificielle. L'employé répond qu'ils sont interdits d'accès et rappelle à Yokurata qu'en tant que membre d'Oul, il devrait le savoir. Pour détourner la conversation, Yokurata déploie tout son charme et entoure la bibliothécaire d'un câlin audacieux. Il ne réussit peut-être pas à obtenir les ouvrages sur la guerre, mais il gagne un rendez-vous pour plus tard. Selon lui, il existe toutefois une autre piste de recherche, si le répertoire n'apporte rien. Tokyo. Le prochain train pour la capitale partira demain après-midi. En attendant, ils pourront explorer les archives secrètes de la bibliothèque, auxquelles Yokurata a curieusement accès, grâce à la clé personnelle de Seisato.
Akira lui demande si cet homme a réellement volé cette clé, et il répond qu'il n'y a absolument aucun mal à cela. Selon lui, il suffira de présenter des excuses et tout rentrera dans l'ordre, et le moment idéal pour le faire sera durant la réunion qui aura lieu plus tard. Réunion dont Akira pourrait d'ailleurs profiter pour faciliter ses recherches. Akira lui demande pourquoi il fait tout cela pour eux, et Yokurata l'assure qu'il est lui aussi intéressé par ce que les enfants cherchent. Amaru insiste auprès de son ami pour qu'il accepte enfin cette aide, et sachant qu'il n'aura sans doute jamais une autre occasion pareille, Akira décide de prendre la clé. Avant la tombée de la nuit, Yokurata leur conseille d'aller d'abord jeter un œil au marché clandestin des livres, car il est possible qu'ils y trouvent un ouvrage rare. Quant à lui, il ne pourra pas les accompagner, car il doit se préparer pour sa réunion. Il leur souhaite bonne chance et s'en va. Le trio se met donc en route pour acheter les billets. En chemin, Yugur et Akira se souviennent qu'Amaru a essayé plus tôt de retrouver les livres de ses parents, mais comme elle n'a rien trouvé, ils lui promettent de ne pas se reposer tant qu'ils n'auront pas récupéré ses œuvres. Ces mots rendent la fillette extrêmement heureuse et convaincue qu'elle est entourée des meilleures personnes qu'elle pouvait rêver rencontrer. Soudain, Yugur est alertée par son capteur. Une menace approche. Elle pousse ses deux compagnons pour les éloigner de la zone et leur explique que Yoyami et Hakubo ne sont pas loin. Sans doute parce qu'ils ont compris que le groupe se dirigeait vers le sud et ont fini par atteindre cette ville. Sachant que la situation pourrait devenir catastrophique si ces deux-là retrouvaient ses amis, Yugur explique que leur seule chance de s'en sortir sans problème est qu'elle-même crée une diversion pour attirer le duo ailleurs, permettant à Akira et Amaru de fuir. Elle leur dit que Sendai est la première station sur la route menant à Tokyo. Ils devront donc acheter 3 billets pour Tokyo et louer une chambre très bon marché avec 2 lits. Peu importe l'état du lieu. Après avoir expliqué le plan à ses compagnons, Yugur provoque une explosion à proximité. Cela suffit pour que les deux androïdes comprennent immédiatement qu'elle en est responsable, même si Hakubo estime que ce type d'action ne correspond pas à la personnalité habituelle de Yugur. Quoi qu'il en soit, Yoyami ne veut pas laisser passer cette occasion, alors elle fonce droit vers l'explosion. Akira et Amaru se rendent à la gare et achètent 3 billets de train de 3e classe pour Tokyo, un achat qui pèse lourd sur le budget du groupe. Akira se dit qu'ils devront forcément trouver du travail à un moment donné, mais Amaru, fidèle à sa nature, garde son optimisme et sa capacité à voir le bon côté des choses malgré les difficultés. Même si la situation est tendue à plusieurs niveaux, ils traversent une petite ville magnifique qui fait briller les yeux de la fillette. Elle y voit une chance de profiter un peu du moment présent en faisant quelques achats, malgré leur manque d'argent. Ils s'arrêtent au marché pour regarder différents aliments, puis entrent dans une boutique de vêtements pour qu'Amaru puisse essayer des tenues qu'elle ne trouverait pas ailleurs. À un moment, ils passent devant un étalage qui vend des accessoires et des babioles. Amaru a alors l'idée d'acheter un bracelet pour chacun des membres du trio. Un jaune pour elle, un rouge pour Akira et un bleu pour Yugur. Akira pense que c'est déraisonnable de dépenser l'argent qu'ils n'ont pas, mais Amaru utilise son charme malicieux sur le vendeur, qui accepte gentiment de réduire le prix s'ils prennent les 3 bracelets ensemble. En quittant les shops, Amaru ne peut cacher son bonheur pur, ravi de ressentir une telle joie malgré les difficultés qui les attendent. Les deux amis font une pause pour s'asseoir après avoir marché longtemps. Dès qu'ils évoquent leur inquiétude pour Yugur, à cause de la menace représentée par les 2 androïdes, la petite fille demande soudain à Akira s'il est amoureux de Yugur, puisqu'ils sont sortis ensemble lors d'un rendez-vous en tête-à-tête. Elle avoue que cela avait été difficile pour elle, car elle préfère quand ils sont tous les 3 ensemble. Quant à Tawasa, elle ne sait pas à quoi ressemble cette fille, mais si elle aime Akira, c'est forcément une bonne personne. Dans ce cas, Amaru propose même de faire l'ALC avec tout le monde ensemble. Akira lui explique qu'elle n'a toujours pas compris le concept. Lui, il veut épouser uniquement la femme qu'il aime le plus, Toa. Amaru insiste qu'elle aime Akira et Yugur de façon égale et qu'elle souhaite sincèrement que tout... Mais lorsqu'elle comprend qu'il n'y a aucun intérêt à le faire répéter, Amaru décide de laisser tomber le sujet et de faire comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Après leur pause, ils arrivent enfin au marché souterrain des livres. Même si l'endroit n'avait rien de raffiné, les yeux de la fillette se mettent à briller de nouveau en voyant tant d'ouvrages différents, surtout avec la possibilité de trouver enfin ce qu'elle cherchait depuis longtemps. À leur grande surprise, Obero travaillait justement là. Selon lui,
Être chauffeur privé ne rapportait pas assez. Alors il avait changé de domaine et ouvert son propre stand dans ce marché. Akira lui murmure qu'il cherche des livres interdits, mais Obero, sans réfléchir, répète cette information en la criant haut et fort, attirant immédiatement l'attention de tous les autres marchands. D'un côté, cette maladresse se révèle chanceuse. Les vendeurs se montrent très serviables et réellement intéressés par ce sujet. Mais d'un autre côté, une ancienne descente de police avait frappé le marché clandestin et les fonctionnaires avaient saisi presque tous leurs livres interdits. Malgré cela, la plupart des marchands avaient réussi à cacher quelques œuvres prohibées. Ils déposent rapidement toutes les options disponibles sur une table pour que les clients puissent y jeter un œil. Pendant un instant, l'excitation d'Akira et d'Amaru retombe en constatant que ce qu'ils cherchent n'est pas là. Il n'y a que des ouvrages sur l'intelligence artificielle générative ou l'ingénierie électrique. Par chance, un habitant observant la scène depuis son balcon savait où les livres saisis par Hall avaient fini. Apparemment, cette descente était dirigée par une superbe bibliothécaire à lunettes, et elle avait transporté les ouvrages confisqués dans une salle secrète de la bibliothèque, où elle les avait placés aux côtés des livres qu'Hall comptait brûler. Cependant, pour cette femme, brûler un livre revient à brûler sa propre mère. C'est pour cela qu'elle les a cachés, les sauvant ainsi des flammes. Avec la clé de la bibliothèque en main, Akira est désormais prêt à commettre ce crime. Pendant ce temps, Yokurata divertit cette bibliothécaire. La jeune et magnifique séchate, qui, malgré l'heure encore précoce, est déjà complètement ivre. Même s'il fait encore jour, elle songe à rentrer chez elle, car les livres qu'elle possède ne vont certainement pas se lire tout seuls. Yokurata lui propose alors d'étudier un peu d'anatomie pratique avant de rentrer chez elle, et Séchate accepte volontiers, au nom de son amour pour la biologie. Pendant ce temps, Akira et Amoru ne trouvent qu'une vieille chambre d'hôtel avec un seul lit, que le garçon cède aussitôt à son ami. Elle ne perd pas de temps, elle s'allonge pour dormir un peu, mais lui demande de la réveiller dès qu'il sera l'heure d'aller à la bibliothèque, une fois la nuit tombée. Plus tôt, au marché noir, l'un des vendeurs avait remis au garçon le plan de la bibliothèque de Sendai, tout en le prévenant qu'il y aurait probablement un garde sur place, même après la fermeture. Inquiet à cette idée, Akira décide de laisser Amoru derrière et de partir seul lorsque la nuit arrive. Cependant, à peine s'approche-t-il du bâtiment que la jeune fille surgit, furieuse, exigeant des excuses pour avoir été abandonnée. Akira lui explique qu'ils sont sans Yugur et qu'il ne peut donc pas garantir sa sécurité. Mais Amoru a un argument imparable. Elle est la seule à connaître l'apparence des livres de ses parents, ce qui signifie qu'elle doit absolument l'accompagner. Ainsi, le garçon accepte finalement de l'emmener, à condition qu'elle accepte de s'enfuir si la situation devient dangereuse. Une fois tout réglé, ils utilisent la clé pour pénétrer dans la bibliothèque où ils constatent effectivement la présence d'un garde qu'ils évitent avec la plus grande prudence. Ils atteignent ensuite une pièce dont la porte est équipée d'une serrure numérique, preuve qu'elle renferme quelque chose d'important. Pour l'ouvrir, il leur faut une carte d'accès. Après avoir fouillé un moment, Amoru finit par la trouver dans le tiroir d'un bureau. Cependant, bien qu'elle fonctionne, le déverrouillage émet un bruit qui alerte le garde, terrifiant les deux intrus. Affolé, il tire sur la poignée dans tous les sens, jusqu'à ce qu'Amoru, au bout de quelques secondes, ait la brillante idée de pousser la porte plutôt que de la tirer. Une fois entré dans la pièce suivante, le garde arrive dans la précédente et conclut que ce qu'il a entendu pendant ce temps, une alarme se déclenche chez ses chattes, et la jeune femme commence à se préparer en vitesse. Selon elle, la nuit passée avec Yokurata ressemblait à un chapitre tout droit sorti d'un conte de fées. Mais sa priorité reste les vrais livres, ceux qui ont besoin d'elle, maintenant. De leur côté, Amoru et Akira fouillent la pièce à la recherche des ouvrages, jusqu'à ce qu'ils trouvent une porte qu'Akira juge particulièrement importante. Cependant, le garde arrive à cet endroit, et alors qu'elle tentait de se cacher, Amoru trébuche sur des objets au sol, attirant pleinement l'attention du garde. Acculée, la jeune fille ne voit aucune échappatoire sinon réagir plus agressivement. Elle se jette sur le garde et le renverse par surprise, mais celui-ci prend rapidement le dessus. Pire encore, l'homme est un pervers qui voit dans la situation une occasion de profiter d'elle. Mais Akira intervient à temps, l'attrape par le cou et l'assomme d'un coup bien placé. Après cela, le garçon remercie le ciel d'avoir pratiqué le judo. Ils entrent ensuite dans la pièce qu'Akira observait tant. Elle ressemble davantage à un bureau privé. Pourtant, en voyant l'apparence et les thèmes des ouvrages,
Il suppose qu'il s'agit bien de livres interdits, probablement ceux dont les marchands avaient parlé. À cause de ce qui venait de se passer avec le garde, Amoru commente qu'Akira a agi exactement comme son père le faisait, la plupart du temps doux et calme, mais se transformant en bête dès qu'un danger menaçait sa femme ou sa fille. Elle se rappelle même d'un jour où, alors qu'elle tenait l'oiseau livre-cœur, sa mère avait reçu un mauvais coup à la tête venant d'un vieux garde. À cet instant précis, son père était intervenu pour retenir les officiers, lui donnant l'occasion de s'échapper. Se remémorant cela avec tendresse, Amoru remercie Akira de l'avoir sauvé. Ensuite, elle lui demande à quoi ressemblait Tawasa. Akira répond qu'elle était un rayon de soleil dans sa vie, éclairant son chemin partout où elle allait. Même si elle était parfois un peu étourdie, elle brillait d'une intelligence incroyable, et ses expressions ainsi que ses émotions changeaient d'une seconde à l'autre. Au milieu de cette conversation, la personne la plus responsable de la surveillance de ces livres interdits commence à s'approcher. Akira soulève une bâche et découvre enfin un livre de l'autrice Tawasa, aperçu du projet ALC. Il tente immédiatement tout ce qu'il peut pour ouvrir la vitre protégeant l'ouvrage, tandis qu'Amoru saisit une chaise pour briser la vitrine. Mais Sechat arrive juste à temps et met la jeune fille au sol d'un coup de fouet. Elle ordonne ensuite au garde, qui s'était déjà réveillé, de ne rien toucher avec ses mains sales et d'appeler immédiatement des renforts. Puis elle commence à fouetter tout le bureau à la recherche des deux jeunes, affirmant que les vilains garçons doivent apprendre à respecter ces petits chéris, tout en détruisant plusieurs livres en tentant de les atteindre. Complètement hystérique, elle prétend que chaque livre est l'un de ses amants, et que personne n'a le droit de poser le moindre doigt dessus. Au milieu de la pagaille, Akira finit par projeter le livre de Tawasa en l'air, et Amoru, de son côté, repère enfin un des livres de ses parents, le sang spécial. Par coïncidence, les deux ouvrages tombent l'un à côté de l'autre, et comme Sechat remarque le regard des deux jeunes fixés dessus, elle prend soin de passer son fouet sur eux pour montrer sa domination. Akira demande à la femme de leur remettre les livres, mais comme elle l'avait déjà dit, Sechat insiste. Tout ce qui se trouve ici lui appartient, à elle et seulement à elle. Et s'il y a bien une chose qui la blesse, c'est quand une personne au hasard ose s'approcher de ses précieux trésors, surtout si elle tente de les emporter, ce qui constitue à ses yeux le pire des crimes. Akira argumente que ces livres ont pour lui une importance inestimable, mais Amoru avance un argument beaucoup plus convaincant. Elle attrape la lanterne du garde et menace de tout brûler si la vieille sorcière ne leur donne pas les livres. Sans réfléchir, Sechat réagit d'un coup de fouet qui renverse la lanterne, déclenchant un incendie dans la pièce. Cela plonge la bibliothécaire dans un désespoir total. Elle tente d'éteindre les flammes à main nue, tandis que l'alarme retentit. Dehors, observant la bibliothèque de loin, Yokureta souhaite bonne chance aux enfants pour s'en sortir avec ce qu'ils veulent. Au milieu des flammes, le livre voulu par Akira se trouve d'un côté, et celui qu'Amoru désire est de l'autre. Il n'aurait probablement le temps d'en sauver qu'un seul avant que le feu ne dévore l'autre. Comme Akira l'a aidé de toutes les manières possibles jusque-là, Amoru demande au garçon de courir sauver le livre de Tawasa.